Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux à ce débat. Je vous rappelle qu'il y a des places encore à l'étage. L'avantage, c'est que vous voyez bien. Le désavantage, c'est que vous n'avez pas de place assise. C'est juste pour s'accouder. Merci à tous d'être là, d'avoir bravé le coronavirus et la météo pour venir assister à ce débat qui, je l'espère, sera éclairant pour la suite de la campagne. En tout cas, c'est l'objectif. Je vous rappelle que le premier tour se tient le dimanche 15 mars, dans 11 jours donc. À la tribune, on est très heureux, très fiers d'organiser ce débat qui correspond à ce qu'on essaie de faire au quotidien, décrypter, raconter, faire vivre cet écosystème local et régional. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne, à nous suivre sur les réseaux pour ne rien rater de l'actualité économique bordelaise. Attractivité, emploi, développement économique. C'est pour parler de ces sujets qui concernent directement les entreprises du territoire, mais aussi et peut-être surtout les salariés, que nous avons réuni 4 des 10 candidats officiels à la mairie de Bordeaux. Pour être tout à fait transparent, le critère pour être présent ce soir a été défini par la rédaction à l'automne dernier. C'était d'être en mesure de se qualifier pour le second tour, donc d'être au-dessus de 10% d'intention de vote dans les derniers sondages. 4 candidats remplissent ce critère. 4 candidats sont donc là ce soir. De quoi offrir une configuration inédite sur la scène politique bordelaise. Avant d'entrer dans le vif des débats, je vais appeler celle qui nous accueille ce soir, Marilyn Minot, présidente et créatrice de La Grande Poste, pour un mot d'accueil. Merci beaucoup de m'accueillir et de me donner la parole. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ce soir à la Grande Poste pour ce débat des personnes qui se présentent à la mairie de Bordeaux. Je remercie également la tribune d'avoir songé à ce lieu où elle vient très souvent. Et je suis ravie de vous accueillir et j'espère qu'on va suivre avec beaucoup de plaisir tout ce débat. Merci beaucoup et puis j'espère vous revoir pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Christophe Tortora, président de la Tribune, le média des métropoles et des régions. Vous êtes présent ce soir. Vous avez tenu à être présent ce soir. Quelques mots d'introduction. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nos chers 4 candidats qui ont accepté de débattre avec nous ce soir. Je salue Pierre Urmic, Philippe Poutou, Nicolas Florian, Thomas Cazeneuve d'avoir accepté ce débat municipal. C'est vrai que je crois qu'il n'y a rien de plus beau que le débat municipal dans la vie démocratique. Vous l'avez dit, 15 et 22 mars prochain. Je tenais ce soir à être à Bordeaux tout simplement parce que la tribune aime Bordeaux et la tribune aime les Bordelais. Or, il ne suffit pas simplement de le dire, mais il faut souvent des preuves d'amour quand on aime les choses. Et on est fiers pour la Tribune d'être le seul journal économique national à avoir ouvert un bureau il y a maintenant quelques années. Je salue Alain Ribé qui est dans la salle. C'est vrai que nous avions fait l'acquisition en 2012 d'Objectif Aquitaine. Et puis nous avons transformé l'essai en 2015 en s'implantant ici, dans ce territoire, au 57 rue Saint-Cernin, à quelques minutes d'ici, en implantant une équipe de rédaction et toute une équipe sous la direction de Sandrine Martinez. Je le dis parce que souvent on a parlé de la fracture territoriale de notre pays, mais je pense que quelquefois ce qui fait défaut aussi, et s'il y a de la défiance envers les médias, comme il peut y avoir des fois de la défiance envers les politiques, c'est que je crois que les médias nationaux, comme nous avons le devoir d'être au plus proche de la réalité, de la vie quotidienne des entreprises, des entrepreneurs, des projets locaux, des territoires. Et je pense que la presse nationale ne doit pas uniquement concentrer à Paris ou faire simplement un TGV de 2 heures pour venir voir ce qui se passe à Bordeaux. Et c'est ce choix que nous avons fait de nous implanter dès 2012 avec l'acquisition de 2012 d'Objectif Aquitaine. Alors je le dis souvent, ça c'est une trêve de plaisanterie Pierre, mais je dis il y a 3 Alain qui ont été déterminants dans notre choix de nous implanter à Bordeaux. Il y a eu Alain Ribé, il y a eu Alain Juppé, et il y a eu Alain Rousset. J'aurais pu dire il y a eu Alain Rousset, Alain Juppé, Alain Ribé, ou etc. Mais je le dis parce que le message que je voulais vous faire passer ce soir, je ne vote pas à Bordeaux, donc je ne suis pas un vote à convaincre pour les 4 candidats,
mais ce que ici à Bordeaux, ce que j'ai ressenti, et je le dis d'autant plus que nous avons des bureaux dans toutes les grandes métropoles françaises, c'est qu'il y a toujours eu, en tous les cas, un alignement au-delà des clivages politiques pour défendre l'intérêt général dans ce territoire. Et je peux vous dire que ce n'est pas dans beaucoup de territoires que ça se passe comme ça. Quand je vous dis que j'ai été convaincu comme entrepreneur pour investir dans cette ville, créer des emplois de journalistes, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré aussi des responsables politiques, au-delà de leur étiquette politique, qui se sont alignés pour défendre ce territoire. Et j'allais vous dire une deuxième chose, parce qu'autant dire des choses quand même plutôt agréables ce soir, étant à Bordeaux, pour voir quand même, étant tous les soirs actuellement dans les villes pour assister aux élections municipales, ce que je vois ici dans ce débat municipal à Bordeaux, c'est qu'à la fois vous avez des candidats avec des vraies convictions, des vrais projets, avec, on va dire, voilà, des vrais projets, des visions très différentes, vision de continuité, vision de rupture, mais ce que je trouve en tous les cas à Bordeaux, que je ne vois pas ailleurs dans certaines villes, c'est cette capacité de faire une campagne et d'être à la fois smart à l'image des Bordelais. Et je tenais à vous rendre hommage, parce qu'on peut faire de la politique, on peut avoir un débat de fond, mais on peut avoir aussi un comportement smart par rapport à des campagnes beaucoup plus violentes qui se passent dans d'autres territoires, et je le regrette bien. En tous les cas, vous dire, comme l'a dit Pierre Cheminade, je tenais à remercier tout le travail de la rédaction, ici au quotidien, parce que cette rédaction nous a permis, c'est vrai, d'être sur des dossiers assez chauds. Je pense à Ford, sur le dossier de Ford à Blanquefort, je pense à Bordeaux 2050, je pense au sujet des scopes, je pense à la dynamique French Tech ici dans cette ville, je pense aux différents projets urbains. Voilà, ça nous permet d'être au quotidien sur ce territoire. Peut-être un chiffre à vous communiquer. La Tribune, c'est le deuxième site économique et financier en France. C'est 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. La ville qui a fait le plus de croissance d'audience l'année dernière, en 2019, c'est Bordeaux, plus 30% d'audience. Ces 30% d'audience, aujourd'hui, c'est partagé entre un taux de pénétration, c'est-à-dire que plus de Bordelais encore lisent la Tribune, mais ce que nous voyons aussi, et vous le savez, c'est que Bordeaux est regardé, Bordeaux est jalousé, et qu'on a beaucoup d'habitants hors de Bordeaux qui viennent sur la tribune.fr pour regarder ce qui se passe à Bordeaux en matière de projets. Donc moi, ce que je tenais à dire, mon engagement pour 2020-2026, mon programme à moi, c'est d'être demain, avec toute la tribune, encore plus bordelais, à vos côtés, et pour vous rendre une information économique indépendante et de proximité. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Christophe Tortora. Un mot maintenant sur le déroulé de ce débat. Chaque candidat aura tout d'abord 2 minutes chrono pour présenter sa liste, présenter sa vision pour l'écosystème bordelais, pour les entreprises, pour les salariés. On aura ensuite 3 séquences qui s'affichent derrière moi. Politique d'attractivité, bataille de l'emploi, les pôles de développement économique. Chacune durera 16 minutes. Pour terminer par une conclusion qui sera là aussi chronométrée d'1 minute pour présenter une idée phare portée par chaque candidat pour l'écosystème local. Chacune des séquences sera ponctuée par une question issue des résultats de la consultation menée par la CCI Bordeaux-Gironde, la CPME Gironde et le MEDEF Gironde, dont les présidents sont là ce soir. Patrick Séguin, vous êtes le président de la CCI. Rejoignez-moi pour nous en dire un peu plus sur le pourquoi et les modalités de cette démarche. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'était une première pour la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, je crois une première en France, de lancer cette consultation que l'on a appelée chef d'entreprise, vous avez la parole. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que les chefs d'entreprise, il y en a 84 000 sur le territoire de la Gironde, de notre département. Ça va du petit commerce avec une seule personne au grand groupe de 5 000 personnes. On a considéré que ces entreprises devaient pouvoir avoir la parole et pouvoir s'exprimer, poser les questions aux candidats sur ce qu'attendent les entreprises au niveau économique. Alors, on a fait ça en partenariat, effectivement, avec la CPME, et je salue son président, Philippe Loiseau. Philippe Loiseau, vous pouvez nous rejoindre sur scène. Et puis le MEDEF Gironde, qui ont des fichiers que l'on peut croiser et qui permettent de toucher un maximum de chefs d'entreprise directement.
Et nous avons eu un peu plus de 450 retours certifiés, c'est-à-dire des retours qu'on pouvait exploiter, et ce qui a permis de faire l'appui de votre consultation ce soir. Donc je pense qu'on a rempli notre rôle de chefs d'entreprise bénévoles qui travaillons pour l'intérêt économique pour pouvoir interpeller les chefs d'entreprise et les chefs, eux, d'entreprise, il y en a de plus en plus, pour qu'ils puissent poser les questions aux candidats aux élections. Voilà, je terminerai en disant que j'ai regardé effectivement les journaux et les médias, et notamment la Tribune, ces jours-ci, et je ne peux que me féliciter de voir que les candidats ont tous envie de créer une maison d'entreprise. Donc ça veut dire peut-être que vous vous intéressez évidemment à l'économie et aux entreprises, mais je rappellerai simplement que dans le cadre de la loi Pacte qui a été votée au mois de juillet, le rôle des établissements consulaires que nous sommes, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, Chambre de commerce, c'est de représenter le monde de l'entreprise. Et nous avons juste simplement accompagné 14 661 entreprises l'année dernière, dont je crois que nous savons faire et nous continuerons à le faire. Merci. Merci. Il y a donc probablement des synergies à mener. Un mot bref, Philippe Loiseau ? Très bref, parce que étant vice-président aussi de la Chambre de commerce de Bordeaux-Gironde, je peux pas, difficile de parler après le président, mais au nom de la CPME, c'est vrai que nous sommes tous les jours sur le terrain. Alors nous, les candidats ont leur programme, mais si je rencontre le maire Nicolas Florio à la mairie ou M. Poutou dans une manif devant la Chambre de commerce, il est bien que je sache ce que veulent nos adhérents, leurs soucis, leurs souhaits, pour bien leur rendre, et qu'après ils en ont une utilité. Voilà. Donc c'est vrai que je crois que ce qui a été fait, ce travail est important et permet d'ouvrir un débat, et je pense, messieurs les candidats, que ça va vous permettre de nourrir encore plus votre volet économique. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous laisse regagner votre place. Bon, il va enfin être l'heure de débuter ce débat. J'invite les 4 candidats à me rejoindre sur scène dans l'ordre tiré au sort par la rédaction. Thomas Cazenave pour la liste Renouveau Bordeaux, La République En Marche. Alors, mettez-vous, voilà, là-bas, au bout. Nicolas Florian, le maire sortant pour la liste Majorité Municipale, Les Républicains, le Modem, UDI et Agir. Pour la liste Bordeaux en lutte, pour la liste Nouveau Parti anticapitaliste, France Insoumise et Gilets jaunes. Bienvenue. Pierre Urmic pour la liste Bordeaux Respire, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, Parti Communiste, Parti Radical de Gauche, Place Publique et Nouvelle Donne. J'en ai oublié. Bonsoir messieurs, merci à tous les 4 d'être là. Thomas Cazenave, c'est donc vous qui êtes tiré au sort pour débuter, prendre la parole en premier. Suivront Nicolas Florian, Philippe Poutou, Pierre Urmic. La conclusion, bien évidemment, se fera dans l'ordre inverse. Pour conserver de l'équité, Thomas Cazenave, vous avez 2 minutes donc, pour nous présenter votre vision des enjeux économiques. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je crois que pour faire une ville durable, pour améliorer la qualité de vie, on a besoin d'emploi. On a besoin de développement économique. Cette conviction, moi, je l'ai acquise ces 10 dernières années, que ce soit au ministère de l'économie, à Pôle emploi comme directeur général adjoint, en charge de la réforme de l'État. On ne crée rien, on ne crée pas une société, on ne crée pas une ville sans les entreprises, sans l'emploi. Ça fait partie de notre projet. En revanche, le développement économique, c'est vous. C'est les chefs d'entreprise, c'est les salariés, c'est pas le maire de Bordeaux, c'est pas le président de la métropole. En revanche, notre responsabilité, c'est vous permettre de croître, d'améliorer votre compte d'exploitation, de grandir, de conquérir des parts de marché. Et là, on a une responsabilité très forte pour vous permettre de mieux vous déplacer, vous et vos salariés, pour vous permettre de mieux se loger. Et on voit à quel point la difficulté parfois de recruter en raison de la question du logement, de réussir l'ensemble des transitions qui sont devant vous. Et puis, au-delà de vous aider à croître, je crois qu'il faut qu'on ait un destin commun, politique, chef d'entreprise. On doit faire de Bordeaux, de notre métropole, un territoire d'innovation. Parce que, commerçants, parce que le monde du vin, parce que le monde de l'aéronautique, parce qu'on est tous confrontés à d'immenses enjeux de transformation et qu'on a besoin d'innovation pour y arriver. Donc je crois qu'on doit créer cette métropole de l'innovation grâce à nos universités, grâce à nos chercheurs,
grâce à vous pour se projeter dans l'avenir. Et c'est ça notre ambition, c'est avec vous réaliser les grandes mutations qui sont devant nous et créer la ville, relever ces défis qui sont considérables, je l'ai dit, sur la transition écologique, sur le logement, sur la mobilité, avec vous. Je ne crois pas qu'un projet de ville, ce soit l'affaire uniquement de l'équipe municipale et de ses services. Elle se crée ensemble, avec les entreprises, avec ses chefs d'entreprise, avec ses salariés. Merci Thomas Cazenave. Nicolas Florian, bonsoir, c'est à votre tour. Bonsoir, oui, je crois qu'il n'y a pas de révolution à entreprendre quand on est sur un territoire comme le nôtre. Il est attractif, il est en pleine croissance, il est en plein développement. La vraie question pour les années qui viennent, c'est quelle est la place qu'occupe l'entrepreneur et les entrepreneurs dans les décisions publiques. Et qu'au-delà d'aller rechercher une validation, un acquiescement, c'est comment on intègre à la réflexion du devenir de notre territoire les chefs d'entreprise et celles qui créent de l'emploi. Parce que comme ça a été dit, l'important derrière, c'est de pouvoir assurer des emplois pour notre population. On a la chance sur Bordeaux, sur la métropole, sur notre territoire, d'avoir une dynamique démographique, mais une dynamique aussi en termes de création d'emplois. C'est près de 45 000 emplois qui ont été créés depuis le début du mandat. Il s'agit maintenant de savoir, est-ce qu'on l'équilibre mieux sur notre territoire? Est-ce qu'on sort de cette logique? Et je pense qu'il faut sortir de cette logique de concentration sur un épicentre, mais être dans une logique plus polycentrique, d'équipement autour du territoire, autour de la métropole, et qu'on soit dans un véritable partage de ce développement. Et puis, c'est de pouvoir aussi accompagner. Nous, on est des facilitateurs. Un maire, un président d'agglomération, un président de chambre de commerce, il est là pour faciliter, accompagner. Et il a un rôle, j'allais dire, serviciel auprès de celles et ceux qui créent, et qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse pour le territoire. Donc c'est se mettre au service de toutes celles et tous ceux qui investissent, et puis notamment ceux qui sont dans l'innovation. Et il faut que notre territoire et que notre collectivité soit aussi un lieu d'expérimentation, qu'on soit aussi des fois un laboratoire et qu'on fasse levier. C'est pas simplement en termes d'engagement financier, de subvention, c'est laisser la possibilité à toutes celles et tous ceux qui créent, qui veulent innover, et notamment dans ces enjeux de transition énergétique, de transition écologique, de pouvoir le faire. Et puis au final, là où il y a la responsabilité sociale des entreprises, il doit y avoir la responsabilité entrepreneuriale de la collectivité. C'est se mettre au service des collectivités. Des entreprises, pardon. Merci Nicolas Florian. Philippe Poutou, bonsoir, c'est à votre tour, 2 minutes. Salut à toutes et tous. La liste Bordeaux en lutte est bien consciente en venant ici qu'elle n'allait pas jouer à domicile et que nos propos comme nos idées pourraient en chagriner quelques-uns d'entre vous durant la soirée. Mais bon, on est là parce qu'on pense que c'est important de débattre. Donc notre vision économique de Bordeaux ou de l'agglomération bordelaise, en fait, c'est une vision en rupture, on pense, avec ce qui se fait depuis très longtemps. Et puis une vision économique, pour nous, c'est une vision avant tout politique, parce qu'en fait, l'économie, c'est pas juste une question technique, c'est des questions de choix politiques. Donc déjà, d'une part, nous, on est contre la métropolisation, contre la concentration de pouvoir dans une ville, la concentration de richesse aussi. On est à l'opposé de tout ça. Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui recréer des services publics partout sur le département et d'éviter en fait de concentrer toute l'activité sur un endroit et qui fait qu'aujourd'hui on a tous ces problèmes de circulation et tout ça, entre autres. Donc on est à l'opposé de ça et on pense qu'il faut une véritable démocratie évidemment, puisque la métropolisation ça va à l'opposé de la démocratie directe, en tout cas de la possibilité pour la population un peu partout de décider de son propre sort. Donc ça pose aussi ces problèmes-là. Donc en fait ces questions de choix politique, de choix économique, c'est aussi des choix de démocratie politique pour la population. Et nous on dirait que notre vision c'est plutôt d'inverser les choses, c'est-à-dire c'est pas tellement être au service des entreprises, même si évidemment on pense que c'est hyper important les entreprises, mais c'est plutôt que c'est finalement que les entreprises elles s'adaptent aux choix politiques d'une collectivité et que ce sont nous on pense il faut un projet social avant tout qui préserve les intérêts de l'ensemble de la population. Donc ça voudrait dire s'entourer d'une vie économique qui soit au service de ça, de ces principes sociaux, de ces principes on pourrait dire philosophiques et des principes économiques qui respectent ça à la base. Donc c'est pour ça que nous ce qu'on met en avant, pour nous en tout cas, ce qui peut tourner autour d'une vie économique respectable, enfin qui respecte tout le monde, c'est les services publics. Nous, on est à fond pour des services publics, on est à fond pour des régies publiques pour tout. Nous, on est contre
contre la privatisation du transport, contre la privatisation de la distribution de l'eau, de l'assainissement de l'eau. Nous, on est pour redévelopper des régies publiques. Alors, ça doit faire chagriner quelques-uns d'entre vous, puisqu'en fait, c'est quelque part enlever les possibilités d'avoir un peu de dividendes. Hein, désolé, mais on pense que la priorité, c'est la collectivité. La priorité, c'est une organisation sociale collective. Et donc, évidemment, ce sont des services publics, d'autant plus qu'on sait que les services publics, ça assure en règle générale quand même... Merci Philippe. Ah oui, c'est vrai que... Il y a le timer. Il a fait 20, je vous ai laissé 15 secondes comme les... Voilà. Bon, voilà, donc vous avez compris un peu la suite. Après. Je précise qu'il y a un chronomètre qui tourne juste là, donc voilà, j'aurais peut-être dû vous le préciser avant. Vous le savez maintenant. Pierre Hermic, bonsoir, c'est à votre tour, 2 minutes. Et donc, le temps est là. Bonsoir. Pour nous, une vision réaliste du développement économique doit d'abord, avant tout, reposer sur un diagnostic lucide de ce que sont les priorités et de ce que sont les vrais enjeux. Parmi ces enjeux, je vois le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique. Je me permets de rappeler ici que les experts du GIEC estiment que pour rester sous le seuil des 1,5% d'augmentation des températures, il faut réduire impérativement de 45% les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ce d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici 10 ans. Les villes françaises, vous le savez, sont responsables de 67% de nos émissions nationales de gaz à effet de serre. Et le bilan de la métropole, ça fait partie du diagnostic, n'est pas à la hauteur de cet enjeu. Nos émissions de gaz à effet de serre du territoire métropolitain ont augmenté de 4% entre 2007 et 2016, alors qu'elles devaient diminuer. La consommation énergétique de notre territoire a augmenté de 5,2%, alors qu'elle devait diminuer. Pour atteindre la neutralité carbone de la métropole sans attendre, nos entreprises doivent réduire drastiquement leur empreinte carbone. Alors je veux faciliter l'essor d'entreprises et de commerces déjà engagés dans cette transition, que ce soit dans les transports, l'industrie, le service. Je serai un maire qui aidera et accompagnera cette mutation nécessaire, les entreprises du secteur concurrentiel classique, comme celles de l'économie sociale et solidaire. Un maire qui aidera et accompagnera les entreprises qui démontrent la réduction de leur impact climatique et leur valeur ajoutée sociale et sociétale. Nous les aiderons à financer leur bilan carbone. Nous souhaitons développer l'économie sociale et solidaire, mais aussi mettre l'esprit économie sociale et solidaire dans chaque entreprise, donner du sens à l'entreprise, associer les salariés au projet d'entreprise, accompagner les entreprises et commerces à la transition écologique et sociale, vous l'avez compris. Nous lancerons des marchés publics avec des clauses d'éco-conditionnalité et nous favoriserons ce qui s'appelle l'allotissement pour faciliter l'accès aux TPE dans les marchés publics. Nous élaborerons un marché métropolitain de télétravail avec des lieux clés identifiés, par exemple les portes de la métropole. Et nous créerons également, ce qui manque, c'est une agence des temps pour apaiser le rythme de vie. Nous initierons une culture de projet avec une meilleure agilité des services publics. Il va falloir voilà, pour lancer des projets innovants. On est au-delà du timing. Merci. Et enfin, nous pensons que Bordeaux peut devenir une des capitales européennes du numérique responsable. Nous œuvrerons dans ce sens. C'était 2 minutes, voilà. Merci beaucoup. Les acteurs sont donc posés, le décor également. Commençons par cette première séquence dédiée à la politique d'attractivité économique. Vous le savez, depuis quelques années, quand on parle de Bordeaux, à un décideur politique, à un responsable économique, le premier mot qui revient le plus vite, le plus souvent, c'est le mot d'attractivité. L'attractivité, ça s'est traduit ces dernières années à Bordeaux par des arrivées d'entreprises, des créations d'emplois, notamment dans le secteur du numérique, des investissements, mais aussi une flambée des prix de l'immobilier, des embouteillages et la fermeture de Ford Blanquefort notamment. Alors, cette attractivité solutionne-t-elle tous les problèmes ? On va en parler tout de suite avec cette première question. Nicolas Florian, elle est pour vous. Quel bilan vous faites de cette fameuse décennie bordelaise portée par les élus il y a 10 ans en termes d'attractivité économique ? Vous venez de le souligner par quelques chiffres, et je pourrais le compléter. On a vécu un formidable développement. C'est un développement démographique, et puis c'est un développement en termes de création d'entreprises, développement en termes de création d'emplois, parce que ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'emplois. Donc cette attractivité, j'allais dire, elle a participé au rayonnement et à l'assise de notre territoire. Maintenant, comme vous le soulignez, il y a un certain nombre d'effets et de contre-effets. C'est une mobilité qui aujourd'hui doit être corrigée, les déplacements en termes d'infrastructures,
j'allais dire, de modes alternatifs de déplacement. C'est aussi l'accès au logement, l'immobilier. Il n'y a pas que l'immobilier du logement qui est cher. L'immobilier d'entreprise devient cher, notamment en centre-ville. C'est pour ça que ma vision pour l'avenir, notre vision, c'est d'aller vers plus d'équilibre et une meilleure répartition de cette croissance démographique et cette croissance économique. Moi, je ne souhaite pas qu'on soit en déclin. C'est heureux que l'on soit en dynamique comme ça et que l'attractivité fasse venir des entreprises et permette à celles qui sont déjà sur notre territoire de se développer. Donc l'enjeu pour les années qui viennent, c'est plus une meilleure répartition à l'échelle du territoire et sortir un petit peu des frontières administratives de Bordeaux Métropole. Il faut regarder derrière les murs et quand on accueille des entreprises, aujourd'hui on a la chance sur notre territoire d'être pratiquement en capacité de choisir les entreprises qui veulent venir s'implanter. Mais il faut qu'on le fasse dans une logique de partage, une logique d'échange et de meilleure répartition de toute cette richesse à l'échelle du territoire. On se rendra service à nous-mêmes en amenant de l'activité au plus près des zones de population, et puis c'est aussi une responsabilité, un devoir de la collectivité, la nôtre, qui rayonne, de pouvoir justement irriguer aussi l'ensemble du territoire. Alors donc, on va laisser, parce qu'il y a, il faut pas revenir il faut partager sur la parole. Ce qui a fait notre dynamique, c'est heureux de se développer comme on l'a fait. Alors est-ce que le constat est le même chez les autres candidats? Thomas Cazenave? Moi je pense qu'on n'en a pas du tout fini avec le... Et je précise que le temps qui passe, c'est le temps de la séquence globale. Hein. Vous avez chacun Oui, 4 minutes à peu près de temps de parole. Non, moi, je pense qu'on n'a pas du tout fini avec le développement économique. On a quand même quelques chiffres, 30 000 demandeurs d'emploi à Bordeaux, ne serait-ce qu'à Bordeaux. On a à la fois des parcours professionnels qui ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. On a des gens qui nous rejoignent et qui repartent parce que le conjoint ne trouve pas d'emploi. Donc, il nous faut créer plus d'emplois, pas nécessairement au-delà de la métropole, mais sur la métropole. Après, je crois qu'il faut qu'on passe moins d'énergie dans une logique d'attractivité pure, où on veut aller chercher des entreprises à Paris ou ailleurs et les implanter dans Bordeaux sur la métropole, mais aider et mettre toute notre énergie à aider les entreprises du territoire à se développer. Et on porte une grande responsabilité, parce que les difficultés de recrutement à Bordeaux, c'est une entreprise sur deux qui n'arrive pas à recruter. Et elles sont liées aux responsabilités politiques qui sont les nôtres. Il y a eu des retards qui ont été pris en matière de mobilité, qui pèsent sur notre activité, sur notre développement, sur la croissance de nos entreprises. Des retards pris sur notre politique du logement. Le nombre de chefs d'entreprise que je rencontre qui n'arrivent pas à recruter en raison de cette politique du logement. Donc on doit changer et se préoccuper plus de notre développement endogène, c'est-à-dire des entreprises qui sont là sur le territoire, qui peuvent offrir des emplois plus variés qu'uniquement les emplois de cadres, CSP+, développeurs qu'on amène sur le territoire. Et donc je crois qu'il faut qu'on passe plus d'énergie là-dessus. Et qu'on continue sur le développement économique. On ne peut pas juste faire une pause, considérer qu'on doit mieux s'équilibrer territorialement. On a un enjeu économique, ici, toujours. Si on avait, je dirais, la même embellie économique qu'on a eue en termes d'embellie sur le plan urbain, je pense qu'on serait à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Donc stop ou encore on continue, si je comprends bien. Philippe Poutou, Pierre Urmic, quel est votre constat là-dessus? Est-ce qu'on continue à vendre le territoire, à vendre la destination Bordeaux aux entreprises? Je trouve que ce qu'on appelle l'attractivité de la métropole a quand même donné lieu à une métropole qui est actuellement en surchauffe. C'est-à-dire une métropole atteinte d'une thrombose de circulation, circule très mal, Bordeaux, que ce soit en voiture, sur la rocade, que ce soit dans le transport collectif, qui sont totalement saturés, et que ce soit aussi en termes de logement. On se loge de plus en plus difficilement dans Bordeaux. Les loyers ont atteint des sommets qui fait de Bordeaux l'une des villes les plus chères de France. Je considère pour ma part que ce qui a été le slogan Magnétique Bordeaux, qui était censé incarner et illustrer cette attractivité, est un échec. C'est une usine à gaz, c'est un slogan totalement périmé, avant même d'avoir jamais été opérationnel, et qui traduit une politique d'attractivité égoïste de notre territoire, totalement déconnecté de toute notion d'aménagement équilibré du territoire, et un magnétisme très mal vécu par les territoires environnants. Bordeaux est déjà une marque qui n'a nul besoin qu'on lui accole un adjectif qui ne peut que dévaloriser la marque. Cette vision procède d'un aménagement du territoire totalement dépassé,
Une métropole ne saurait se développer intelligemment sans se soucier d'une coopération intelligente et non de concurrence stérilisante avec ses territoires limitrophes. L'essor de nos périphéries urbaines comme rurales doit être au cœur d'une nouvelle politique de développement équilibrée et non plus magnétique. J'avais d'ailleurs proposé, totalement en vain, à la métropole il y a quelque temps. La métropole s'est souciée très tardivement de ce type de coopération. Donc pour ça, j'avais proposé la création d'une vice-présidence en charge des équilibres métropolitains et extramétropolitains. Je pense que c'est le gage de réussite d'une métropole dans un territoire plus équilibré, d'une métropole se souciant d'une politique d'aménagement du territoire passe par un certain nombre de décisions significatives, telles celle-là. Je ne désespère pas, et j'ai même bon espoir que demain, la métropole change de regard sur les territoires limitrophes et soit aidée en cela par ce nouveau vice-président aux équilibres métropolitains et extramétropolitains. Merci Pierre-Hermic. Philippe Poutou, à votre tour, à l'issue, vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez réagir aux propos des autres, c'est un débat. De toute façon, il y a le Bordeaux qui rit et le Bordeaux qui pleure. Quand on écoute le maire sortant, enfin celui qui est au pouvoir actuellement, on a l'impression qu'on est dans le monde de Walt Disney. Dynamique, c'est beau, c'est chouette et tout ça. Et la réalité, c'est ce que nous on a envie de montrer dans cette campagne-là, c'est que en fait le Bordeaux qu'on dit comme une ville bourgeoise, c'est une ville très populaire, mais qui a appris à se taire, qui est effacée, qui est invisibilisée. Et c'est plein de problèmes, c'est plein de souffrances, c'est toute la dureté de la vie. Et ce qui ressort finalement de tout ça, c'est plus les drames humains, c'est plus la souffrance au quotidien que voilà, les discours un peu, finalement, on est dans le bon sens. Non, on est dans le mauvais sens. Les choses s'aggravent. Et c'est ce qu'on a envie de porter dans cette campagne-là. Vous le savez peut-être, on est une liste anticapitaliste. Alors c'est un mot des fois qui peut faire peur, mais c'est parce qu'on est révolté par la logique financière. On est révolté par cette course au profit, par cet appât de gain, par cet égoïsme social qui fait qu'aujourd'hui, on vire, on attaque les salaires, on détruit tout, socialement, mais aussi écologiquement. Donc on est aussi sur ces urgences-là, sociales et écologiques. Donc tout passe au broyeur. Et donc le problème qui nous est posé, c'est comment on empêche ça, comment on arrive à retrouver une vie normale. Et une vie normale, une vie décente. Et donc c'est comment on arrive à faire entendre cette souffrance-là et comment on arrive à respecter tout le monde dans cette ville-là. Parce que cette ville-là, c'est pas juste les quartiers bourgeois du Triangle d'Or, c'est aussi Bacalan, Grand Parc, Belsier, c'est plein de quartiers qui sont en plus colonisés par les moins pauvres, les plus riches, puisqu'en fait, on est en train de nous piquer nos espaces géographiques. Donc voilà, c'est tout ça. Comment on discute de ça? Comment on repose ces problèmes-là? Et on ne peut pas être content de la situation actuelle. C'est pas possible. On le sait tous. En plus, vous le savez tous. Même ceux qui ont un peu plus d'argent que d'autres, ils savent tous qu'il y a de la pauvreté, des difficultés, des inégalités qui sont inadmissibles. Et on sait en plus que les inégalités, c'est un cycle infernal. C'est que plus il y a d'inégalités, Thomas Cazenave, plus il y a de pauvreté. vous êtes déjà à la moitié de votre temps de parole, Philippe. Ouais, c'est pour ça que je voulais... Voilà, allez-y. Plus il y a d'inégalités, plus c'est des difficultés économiques derrière. Tant qu'on stoppe pas ça, donc on s'enfonce. Donc voilà, donc c'est un peu aussi tout ça qu'il faut arriver à redresser. Mais la question sociale, elle est présente dans Bordeaux. Il y a 30 000 demandeurs d'emploi, il y a de la pauvreté. Mais la réponse à la crise sociale, à la pauvreté, c'est la création d'emplois. C'est la création d'emplois. Donc on doit aider les entreprises quand on peut le faire, et parce qu'elles sont entravées, il y en a quand même 1 sur 2 qui voudraient recruter. Donc offrir des emplois à ceux qui n'en ont pas, mais qui ne peuvent pas le faire. Donc l'enjeu, ce n'est pas juste partager le constat, effectivement, qu'on a une détresse sociale, elle est là. Comment on crée plus d'emplois? Il y a un drame terrible à l'échelle de la ville, mais à l'échelle de la métropole. On a des demandeurs d'emploi et des entreprises qui ne trouvent pas. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se retrousse les manches. On va en reparler dans la séquence sur l'emploi juste après. Comme Philippe Poutou lançait cette question-là qui est fondamentale, c'est quelle est la réponse à la crise sociale? La réponse à la crise sociale, quand elle existe, c'est par la création d'emplois. Et comment on fait pour remettre au travail des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas alors que des entreprises sont prêtes à recruter? Et sur la question des compétences, en particulier, c'est un enjeu fondamental. Il faut qu'on se retrousse les manches avec le président du conseil régional, avec les entreprises, avec les syndicats, pour résoudre ce problème de manière concrète. Parce que la réponse, c'est la création d'emplois. Nicolas Florian, vous souhaitez réagir? Quand je dis qu'on a une activité qui est dynamique, c'est pas pour s'auto-congratuler, c'est pour dire qu'on a des pépites et des richesses. Mais qu'aujourd'hui, effectivement, on a un problème d'adéquation entre celles et ceux qui sont en recherche d'emploi et celles et ceux qui offrent des emplois. Donc, c'est d'abord la question de la formation. Est-ce que la formation aujourd'hui professionnelle
ou continu correspond aux besoins de nos grandes filières économiques du territoire, sur l'aéronautique, sur le nautisme, sur les métiers de l'image, de la santé. Ça, c'est la première des choses. Comment mettre en correspondance toutes celles et tous ceux qui sont effectivement en recherche d'emploi, et toutes ces entreprises, elles sont nombreuses, et là, ce n'est pas des entreprises qui viennent, c'est des entreprises qui sont déjà enracinées sur le territoire, qui ont besoin de se développer. Donc ça, c'est l'enjeu des mois et des années qui viennent, et ça ne passera pas que par une action, je devrais dire, unipersonnelle de la collectivité. C'est les collectivités, c'est les acteurs de l'État, les acteurs consulaires, et puis celles et ceux qui auront en charge la formation, et je pense notamment à la région. Et par ailleurs, quand on parle de l'emploi du conjoint, c'est vrai qu'on a des gens qui arrivent pour accompagner un conjoint qui a un emploi, qui sont déjà eux formés, et qu'on a du mal à orienter vers les entreprises qui recrutent. Et ça, aujourd'hui, Invest in Bordeaux notamment est en train de travailler sur cette mise en réseau, cette capacité aujourd'hui avec l'informatique et le digital et le numérique, on peut faire des choses formidables. Une espèce de banque de données où de suite on puisse avoir une relation entre ceux qui recherchent et ceux qui offrent des emplois. C'est l'enjeu de demain. Après le traitement social... Vous êtes quasiment au bout de votre temps de parole, Nicolas. Bon, il vous restera 15 secondes. Vous avez Pierre Urmic, Philippe Poutou. Alors on a dévié sur l'emploi. Est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus ? Alors moi je voulais vous entendre sur la question du foncier qui est soulevée par une entreprise sur deux à Bordeaux. C'est compliqué de se développer, de déménager, de s'installer. Une demande très forte. Alors le chiffre est de 45% des chefs d'entreprise bordelais qui ont répondu souhaitent avoir du foncier économique abordable, disponible. Comment on répond à cette question ? Est-ce qu'il y a un problème foncier à Bordeaux et à Bordeaux Métropole ? Il y a un énorme problème foncier qui concerne à la fois et le logement et l'accueil des entreprises. Bordeaux a mis beaucoup de temps à se doter d'un outil qui fonctionne parfaitement dans des métropoles comparables. Je pense par exemple à celle de Rennes, qui a un établissement public foncier depuis une vingtaine d'années. Bordeaux, ça fait à peine 2 ans que l'on a un établissement public foncier dont l'avantage est de permettre à la collectivité d'acquérir du foncier, de le mettre à la disposition d'aménageurs, mais également d'acteurs économiques. La loi de l'offre, qui jusqu'à présent été privilégiée, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on a beaucoup construit ces dernières années à Bordeaux, et contrairement à ce qu'on attendait naïvement, cela n'a pas contribué à faire baisser les prix. Au contraire, cela a contribué à augmenter et à faire en sorte que de moins en moins d'entreprises peuvent s'installer sur le territoire bordelais et sur le territoire métropolitain, malgré cette politique dite d'attractivité. Donc je pense qu'il faut que la collectivité, que ce soit la ville ou la métropole, s'empare de cette dimension foncière et soit à même de mettre sur le marché, à des prix qui ne sont précisément pas ceux du marché, des entreprises, des artisans, des commerces de proximité, et pas seulement des grandes enseignes franchisées, comme on s'apprête à le faire par exemple dans la rue bordelaise, près de la gare. On va en parler tout à l'heure. Vous arrivez aussi au bout de votre temps de parole. Du tissu économique local aussi, et les aider au maximum à pouvoir s'implanter dans une ville qui est devenue beaucoup trop chère pour beaucoup d'acteurs économiques. Merci. Philippe Poutou, sur cette question du foncier, comment on rend disponible ou pas du foncier pour les entreprises et les activités économiques ? Nous, on pense que le foncier, c'est un des scandales qui existent aujourd'hui sur Bordeaux. Mais enfin, il n'y a pas que Bordeaux, il y a plein de grandes villes qui connaissent à peu près les mêmes mécanismes. En fait, on s'aperçoit que des tas de territoires de la ville ou de l'agglomération sont bradés complètement, vendus à très bas prix à des promoteurs immobiliers et qui après se font du pognon en revendant, en faisant construire et puis en revendant d'ailleurs comme ils font. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est un outil public foncier qui permet d'avoir la maîtrise et le contrôle total de ça. Donc là, aujourd'hui, on voit du clientélisme. On voit des affaires qui sont, on le sait tous, il y a des choses scandaleuses qui se passent, il y a des choses pas transparentes, très opaques, que ce soit la question du pont Simone Veil, que ce soit la question des bâtiments qui sont en train de construire autour de la caserne, enfin dans l'espace caserne Nîmes, c'est tout ça qui se passe. Alors après, on n'est pas tellement surpris parce que M. Florian lui-même, qui est un ancien de Pichet, qui a bossé pendant 7 ans à Pichet, après on comprend bien les liaisons qu'il peut y avoir entre Pichet, et voilà, et on est vraiment dans des relations de clientélisme, et c'est ça le problème qui nous est posé aussi. Donc nous, comment on fait
fait pour avoir une maîtrise de tout ça? Et donc, quand on parle de l'emploi, eh bien, c'est ça aussi, c'est incontournable. Si on n'a pas des outils publics entre les mains des municipalités, entre les mains de l'agglomération, s'il n'y a pas un contrôle public total, transparent, si on ne met pas des services publics complètement sous contrôle de la population, eh bien, on n'arrivera pas à avoir une politique qui soit sociale, qui soit écologique. Donc, il faut avoir entre les mains tous ces outils-là. Donc, nous, on pense que fondamentalement, et ça passe, et c'est la question aussi de la création d'emplois, si on développe les services publics, si on développe des régies publiques, que ce soit le transport, les logements, la santé, partout, on créera de l'emploi nous-mêmes. Et on sait que ça sera de l'emploi qui sera utile à la population. Donc, on est toujours dans cette sorte de confrontation. Est-ce que la priorité, c'est satisfaire les besoins sociaux des gens, ou est-ce que la priorité, c'est gaver des actionnaires, c'est enrichir toujours les mêmes? Et on est dans cette sorte de débat, et voilà. En tout cas, nous, on espère être utile à ça dans la campagne électorale. Merci. Thomas Cazenave, vous avez 1 minute. Nicolas Florian, Pierre Remy, qui vous restera une quinzaine de secondes pour conclure la séquence. Foncier ? Sur le foncier. Ensuite, on passera à l'emploi. Sur le foncier, c'est la question, la façon dont on fabrique la ville. Moi, je crois qu'une ville, ce n'est pas uniquement un lieu pour habiter. Il faut organiser une mixité d'usages. Il faut que les entreprises puissent aussi se développer dans la ville. Je pense notamment au commerce de proximité qui a beaucoup souffert ces 2 dernières années, qu'on doit soutenir. En effet, je rejoins les propositions d'arrêt de la rue bordelaise qui va fragiliser encore plus le centre-ville et son commerce de proximité. Mais aujourd'hui, si on veut agir sur le foncier, faut-il qu'on en ait un outil? Et nous, on a proposé qu'on investisse sur le foncier à la fois pour répondre à la question du logement, et le logement, c'est indispensable pour les salariés des entreprises, pour maîtriser les prix, à la location comme à l'achat, mais également pour les entreprises. Et puis surtout, c'est la question du développement territorial de notre métropole, qui est trop déséquilibrée. On a concentré aux mêmes endroits l'activité économique, qui se retrouve du coup dans les problèmes de transport. C'est la raison pour laquelle on pense qu'on doit développer davantage, notamment la rive droite, pour mieux équilibrer territorialement. Et pour ça, il faut qu'on ait une puissance publique qui organise et qui est, grâce à du foncier, en mesure de faciliter ces implantations. Merci. Nicolas Florian, très rapidement. Sur le foncier, il s'agit de préserver le foncier qui a une vocation économique et de ne pas effectivement le laisser sur d'autres aménagements possibles. Et quand on préserve du foncier économique, c'est pour permettre le développement aux entreprises qui sont déjà là, mais c'est aussi pour accueillir de nouvelles entreprises. Moi, je ne veux pas opposer le développement endogène au développement exogène. Si demain, j'ai une grosse entreprise qui me propose de venir à Bordeaux pour créer 2000 emplois, elle est la bienvenue, bien évidemment. Mais pour ça, il faut du foncier. Merci. Très rapidement, Pierre Remy, 15 secondes. Si vous voulez revenir, sinon on passe à l'emploi. Très rapidement, en 2 mots. Je pense qu'une ville telle qu'on l'attend, ce n'est pas une ville à visiter, c'est une ville à habiter. Et je pense que des villes comme Bordeaux ont trop tourné le dos à ce qui fait peut-être pas leur attractivité, mais qui fait le goût de vivre en ville, ce qui crée du lien social en ville, et donc ce qui ne crée pas une ville carte postale. Merci. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que Bordeaux soit vraiment une ville plus facile à habiter. Alors, on va conclure cette... Vous avez 4 secondes. Allez-y. Pour faire très vite, parce que, voilà, au hasard, c'est la question du logement, ça a été abordé. Nous, on pense que la question du logement, elle peut se régler très rapidement. Nous, on défend la réquisition des espaces, au moins les espaces publics vides, des logements vides. C'est une réponse d'urgence à tous ceux qui sont mal logés ou qui ne sont pas logés du tout. Ça nous apparaît une solution simple, et c'est entre les mains des municipalités. Il y a ce pouvoir-là de réquisitionner, de loger, et au moins de répondre socialement à une des premières urgences. Merci. J'arrête là, parce que... Voilà, c'est bien, très bien. Bon, on a un peu dépassé. On va conclure la séquence par une question issue de la consultation CCI, MEDEF, CPME. 37% des chefs d'entreprise, quand on leur parle attractivité, répondent de politique d'incitation fiscale. La commune et la métropole ont encore la main aujourd'hui sur quelques outils fiscaux, la cotisation foncière des entreprises, plus indirectement le versement transport, les taxes additionnelles pour un établissement public foncier par exemple. Oui ou non, réponse en question fermée, réponse oui ou non, est-ce que vous vous engagez à augmenter, réduire ou stabiliser ces taxes, ces impôts économiques locaux ? Dans l'ordre que vous souhaitez. Là, moi, je m'inscris dans la continuité de ce qui a été fait. Il faut stabiliser les choses et surtout ne pas augmenter. Il faut de la stabilité fiscale.
Et puis, si on peut, effectivement, commencer à baisser. Mais on est sur un certain nombre de domaines. Vous pensez le versement de transport notamment. On est aujourd'hui au plafond. Donc, c'est plus une décélération qu'il faut opérer qu'une accélération. Même si derrière, donc, stabilisation, il faut sa modération et stabilisation. Il faut savoir quand même que, par exemple, le versement de transport, c'est ce qui permet de financer aussi toutes les politiques de développement du transport en commun. Et que là où le versement de transport rapporte 1 euro, c'est 2 euros qui sont investis au total pour la collectivité, notamment Bordeaux. Merci Nicolas Florian. Thomas Cazenave, Philippe Poutou, Pierre Urmic. Je pense qu'on ne peut pas tout promettre. On ne peut pas s'engager, faire des promesses pendant la campagne municipale et en même temps s'engager à baisser les impôts. La situation, c'est que, à la fois pour la ville et pour la métropole, dans les 3 prochaines années, la situation financière, elle se dégrade de manière spectaculaire. Donc effectivement, il est impossible, hélas, de baisser les impôts. Donc moi, je suis pour une stabilisation. Philippe Poutou. La fiscalité, c'est un problème national de toute façon, globalement. Donc nous, on est plutôt pour une fiscalité juste, c'est-à-dire qu'il fasse payer ceux qui ont les moyens, de faire payer beaucoup plus les très riches et beaucoup moins les pauvres. Alors après, au niveau local, on sait que c'est limité, il y a un encadrement de tout ça, quoi. Mais nous, on pense que c'est tout simplement l'idée d'une redistribution des richesses, de limiter les inégalités. Je pense qu'il n'y a pas que l'histoire de la fiscalité, il y a aussi tout simplement même des politiques financières, enfin des politiques d'aide, par exemple aux entreprises. Là, je pense à ça parce que ça fait partie aussi de. On y reviendra tout à l'heure sur l'emploi. Juste pour dire que, par exemple, quand la multinationale Ford reçoit à peu près 2 millions d'euros de la part de l'agglomération et que Ford s'en va avec ces 2 millions d'euros en fermant quand même l'usine, bon voilà, ça pose aussi les problèmes de comment une collectivité, elle maîtrise ses propres finances et qu'elle ne le gaspille pas, qu'elle ne donne pas à des gens qui détournent, quoi. Et donc c'est en lien avec les questions de fiscalité. Donc après c'est toute cette question de comment cet argent-là qui existe, comment il est effectivement redistribué équitablement et comment toujours on a cette préoccupation de répondre aux besoins sociaux. Pierre Urmic, très rapidement sur la fiscalité économique locale. Je pense que le constat, c'est qu'en termes de fiscalité, on est au taquet, c'est-à-dire que nous sommes l'une des villes, l'une des métropoles les plus fiscalisées, donc on ne peut pas aller au-delà. Quand on parle de fiscalité, moi j'aime bien qu'on parle de fiscalité incitative. Et je prendrai 2 exemples. En ce qui concerne la fiscalité des ménages. Très rapidement, 2 exemples. Oui, en ce qui concerne la fiscalité des ménages, je pense qu'il serait bien que la taxe foncière puisse être diminuée en fonction des propriétaires qui font des efforts de rénovation thermique du logement. Nous avons environ 30 000 passoires thermiques à Bordeaux et je pense qu'un propriétaire qui isole un logement mérite d'avoir... Et la deuxième mesure incitative, elle concerne les entreprises et je pense qu'au niveau de la contribution économique territoriale, dont le montant est fixé par la métropole, nous pouvons également accepter de la diminuer, voire d'exonérer momentanément des entreprises qui font l'effort de s'engager résolument sur le terrain de la transition écologique. Les comportements vertueux méritent d'être encouragés par la fiscalité locale. Merci à tous les 4. On va passer à la deuxième séquence sur l'emploi. Donc on a déjà un peu abordé le sujet. Vous avez donc à peu près 4 minutes chacun de temps de parole. Donc je vous invite à faire des réponses courtes pour aborder plus de sujets. Après, c'est vous qui gérez ça comme vous voulez. On l'a dit tout à l'heure, 29 000 demandeurs d'emploi à Bordeaux, moins 1,3% sur 3 ans. Le taux de chômage est de 8,1% sur le bassin d'emploi de Bordeaux. C'est 8% en France, 8,6% en Aquitaine, 8,6% en France. Et le pic du chômage à Bordeaux a été atteint deuxième trimestre 2015 à 10,3%. Donc on est quand même sur une nette baisse. Ma première question, comment en tant que maire, Philippe Poutou, allez-vous mieux accompagner, mieux former, mieux prendre en compte ces personnes qui recherchent de l'emploi? On a déjà abordé le sujet. L'idée, c'est de comment on rapproche les entreprises qui recrutent des gens qui cherchent un emploi. C'est bizarre quand vous dites en tant que maire, ça fait rire tout le monde. Visiblement, c'est pas très crédible. Mais bon, sur la question de l'emploi, je vais faire un peu l'énervé du moment, parce que c'est pas parce que je suis licencié, là, en plus exactement en ce moment, là, je viens d'être viré, pas tout seul évidemment, parce que vous le savez, il y a une usine qui ferme, et puis on est plus de 800 à être licenciés, sans parler des emplois induits qui disparaissent dans la foulée, à peu près 2000 emplois. Donc la question de l'emploi, évidemment que c'est une grosse préoccupation. Donc nous, on est sur l'idée qu'il y a des responsabilités normalement du côté des pouvoirs publics, du côté des municipalités, du département, de la région
responsabilités énormes et du côté évidemment de l'État. Malheureusement, par rapport à Ford, on a vu que ces responsabilités n'ont pas été prises, hein, c'est-à-dire d'empêcher une saloperie, d'empêcher qu'en fait une multinationale qui s'est gavée d'argent public puisse partir comme ça sans problème. Et Ford est parti comme ça sans problème, en plus avec une signature des pouvoirs publics en disant partez, on vous attaquera même pas en justice. Donc voilà, il y a eu détournement d'argent et donc là on peut discuter après, on peut dire l'emploi, il y en a plus. Ben oui, on laisse partir l'emploi des usines fermes, on parle de Ford, on peut parler de Solectron, on peut parler de Soferti qui appartient à Total. Enfin, c'est quoi le bilan de ces dernières années? Donc toute une industrie qui disparaît petit à petit. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est problématique, mais qui pose le problème de l'intervention de la puissance publique et de cette incapacité à agir, à se confronter à des multinationales qui font ce qu'elles veulent. Donc après sur la question de l'emploi, l'autre aspect, pour pas être trop long, parce que je crois que vous allez bientôt me couper, l'autre aspect, c'est de la blague. Le chômage ne diminue pas. C'est une grosse blague. Alors c'est pas marrant comme blague, mais ça ne diminue pas. Aujourd'hui, un chômeur, ça devient un précaire. Il n'est plus compté comme un chômeur, mais il est précaire. Il bosse 2, 5, 10 heures, 15 heures par mois, mais il bosse très peu. Et les salaires sont très bas. Et en plus, il y a eu des attaques contre les chômeurs qui ont de moins en moins d'indemnités, tout ça. Donc en fait, il y a une réalité sociale qui est dramatique. Donc il faut faire gaffe à ça, à pas croire que les chiffres, parce qu'il y a une situation qui va à l'envers. D'ailleurs, hein, le mouvement des Gilets jaunes, vous avez vu, hein, ça a bien frappé les esprits à Bordeaux. Hein, ça nous a éclaté un peu la tête, hein, parce que plein de gens disaient « Oh ben non, Bordeaux, c'est une belle ville et tout ça, il n'y a pas de problème. » Ben si, il y a des problèmes. Et le mouvement des Gilets jaunes, il a révélé ça. Il a révélé une véritable fracture sociale, une révolte, une colère contre le fait que des gens sont exclus, écrasés, méprisés. Donc la question de l'emploi, eh ben, c'est déjà, moi je pense, hein, parce qu'après évidemment... Vous avez la moitié de votre temps déjà. Si ah ouais, bon, ben, ouais, c'est con, hein, mais ça va vite, mais on n'est pas anti-entreprise, parce que c'est vrai que c'est facile, les gauchos et tout ça, ils sont anti-entreprise et tout ça. Nous on pense qu'il faut, on est pour les petits commerces, les petits agriculteurs, des petits paysans, parce qu'on est pour l'autonomie alimentaire, on est pour des petits commerces, enfin tout ça, et on est contre les gros qui magouillent, qui trichent et qui se gavent. Donc c'est pour ça qu'on est pour une embauche de ce côté-là, mais en développant un tissu économique très local dans les quartiers, tout ça. Et on pense que par là, l'emploi, ça peut passer, et encore une fois, par les services. Alors on va parler du commerce juste après. Le maire, quel rôle peut jouer le maire, l'élu local, dans cette question de l'emploi, pour réunir les demandeurs d'emploi, les entreprises qui peinent à recruter, à Bordeaux comme ailleurs, parfois dans certains secteurs, surtout à Bordeaux. Comment vous voyez les choses ? Pierre Hermic, Thomas Cazenave, Nicolas Florian. Déjà, la réalité, comme vous le disiez, ça c'est encourageant. On va même franchir le seuil des 8% pour être en dessous de 8% de demandeurs d'emploi. Et quand on regarde les catégories A, c'est moins 4% de taux de chômage sur la catégorie A depuis maintenant quelques années. Donc on sent qu'il y a une capacité à absorber ces demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on arrive à une position où il faut qu'on réorganise sûrement tout le dispositif d'accompagnement vers l'emploi. C'est Pôle emploi, c'est la maison de l'emploi, c'est le PLI, c'est la mission locale, qu'il y ait un maillage qui soit refait, peut-être refédéré, tout ça pour éviter les dispersions, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de comptoirs, je serais tenté de vous dire, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Donc ça, mieux organisé, et la collectivité peut le faire, réunir les gens, avoir cette idée d'une maison peut-être unique, où il y ait un portail unique pour tous les demandeurs d'emploi. Et à côté de ça, c'est revoir les circuits de formation. Aujourd'hui, on a des entreprises, ça a été dit, j'en visite aussi, quand on va sur le nautisme, on a des difficultés à amener des demandeurs d'emploi vers des formations diplômantes, qualifiantes, pour aller vers ces métiers. Dans le métier de l'image, c'est pareil. Aujourd'hui, nos entreprises en plein dynamisme là, se piquent les développeurs les uns entre les autres. C'est pas très sain. Donc il faut qu'on crée ces filières. Ça, c'est avec la région qu'il faut qu'on le fasse, avec l'État, le tissu industriel, qui nous disent aussi ce vers quoi il faut aller en termes de formation. Ce qu'on a été capable de faire collectivement avec la région sur la maintenance aéronautique, il faut le faire sur ces nouveaux métiers qui sont en tension sur notre territoire. Et dernier pilier, qui c'est qui crée des emplois ? C'est pas la puissance publique, contrairement à ce que pense M. Poutou. Lui, M. Poutou, il faudrait que tout le monde soit fonctionnaire. Bon, c'est pas l'objet. Lui, M. Poutou, c'est ou tout le monde fonctionnaire ou syndicaliste, hein, pour être dans cette dynamique. Donc moi, je suis pour l'emploi privé. Et donc ceux qui créent des emplois privés, ce sont les entreprises. Donc là aussi, je ne veux pas opposer. Vous êtes déjà à 2 minutes, la Nicolas croissance. Oui, mais tant pis, je dirai un peu moins après. La croissance endogène à la croissance exogène. Plus il y a d'entreprises qui viennent, plus elles peuvent recruter, et mieux c'est. Et notre job, c'est non plus de les faire venir, c'est attractif, Bordeaux. C'est de leur assurer, une bonne installation en termes d'infrastructure, d'accessibilité,
de mise en relation. Ce qu'il nous faut maintenant, dans les années qui viennent, c'est un grand écosystème. Sortir de cette logique de silo, qui était bien organisé, de silo, de filière, un grand écosystème avec une vraie transversalité. Thomas Cazenave, les entreprises travaillent avec les grands et que les demandeurs d'emploi s'intègrent dans tout ça. Je laisse finir. Quel rôle pour le maire alors sur ces sujets ? D'abord, il faut quand même regarder où sont les fameux métiers en tension, parce que là, c'est des propos très généraux. En fait, c'est souvent le service à la personne. C'est là où il y a les plus grandes tensions de recrutement. Et le problème, c'est qu'à ces niveaux de rémunération, effectivement, les employeurs ne trouvent pas de salariés qui veulent venir notamment travailler dans Bordeaux, parce que à temps partiel ou à 1 200 € par mois, on vit de plus en plus loin. Donc le sujet, on ne peut pas le prendre de manière isolée, déjà. Et la responsabilité de la métropole, du maire, c'est de résoudre ces problèmes concrets. Je le dis parce que sinon, on approche le problème des tensions de recrutement de manière beaucoup trop générique. Deuxième élément, moi je crois qu'il faut une initiative politique sur le bassin d'emploi de la métropole. La compétence de la formation des demandeurs d'emploi, c'est le conseil régional. Mais la région, c'est un vaste territoire. À l'échelle de la métropole, on doit regarder, et là je dirais on a besoin de syndicats, Monsieur Florian, y compris dans ce dialogue avec les filières, avec les entreprises, pour savoir sur quel type d'activité, c'est vrai, on a besoin de dialogue social. On ne le fait pas tout seul. Mais les chefs d'entreprise savent qu'on a besoin de dialogue social pour transformer les entreprises, pour former. Donc, on a besoin de se mettre autour de la table et de se dire dans les 5 années qui viennent, où vont être nos tensions de recrutement. Mais au-delà, il nous faut préparer nos entreprises, nos salariés, nos jeunes, aux nouveaux métiers. Il faut qu'on fasse de notre territoire un territoire d'innovation. Les transitions qui sont devant nous, par l'intelligence artificielle, par la robotique, par y compris les bouleversements du monde, et on le voit aujourd'hui à travers une crise sanitaire, demain à travers la politique commerciale de Donald Trump, on a besoin de revoir notre fonctionnement, de revoir nos organisations et de faire du coup de notre territoire un territoire d'innovation pour créer les emplois, non pas uniquement les emplois d'aujourd'hui, mais les emplois de demain. Et on en a tous les actifs. Et là, la responsabilité de la métropole et du maire, c'est de créer ce territoire attractif autour de l'innovation. Merci. Pierre Urmic sur l'emploi. Après, je souhaiterais tous vous entendre sur la question du commerce, notamment commerce de proximité, et justement les filières d'avenir rapidement que vous souhaiterez soutenir. Pierre Urmic. La situation de l'emploi sur Bordeaux et la métropole suit à peu près ce que sont les trajectoires nationales en termes d'emploi, avec une spécificité qui nous concerne plus particulièrement ici, à Bordeaux, c'est l'augmentation du nombre de chômeurs de plus de 2 ans. Donc c'est un vrai problème spécifique sur lequel nous devons apporter un certain nombre de réponses adaptées à la spécificité de notre territoire. Et des outils existent, je n'ai pas ici le temps de les développer. Je pense qu'il faut également qu'on soit soucieux de mobiliser plus intelligemment les collectivités locales autour de la problématique de l'emploi. Quand je dis plus intelligemment, ça veut dire, je reprends le fait qu'effectivement, le développement économique a été confié par la loi NOTRe au Conseil régional qui est pilote sur cette matière. Les autres collectivités locales, que ce soit la mairie ou la métropole, le vivent, je dirais, parfois difficilement. Et nous arrivons à une politique que, personnellement, je déteste. C'est une politique de doublon. C'est-à-dire ce qui est financé par l'un est financé également par l'autre. Et vous avez ces collectivités locales qui se regardent souvent en chien de faïence, ce qui n'aide pas à résoudre les problèmes concrets de ceux qui attendent d'une collectivité locale, peu importe laquelle, en tout cas qu'elle se mobilise plus durablement pour le développement économique du territoire et pour le logement. Je préciserai, moi je souhaite, c'est doter les services de la métropole de moyens plus significatifs sur les questions d'emploi, et notamment en privilégiant les emplois non délocalisables, avoir des filières métiers pour permettre aux entreprises de trouver des emplois dont elles ont besoin. Je note que 50% des entreprises ont des difficultés à recruter. Je pense qu'il faut les aider. Il faut également agir sur le développement de la précarité, qui n'a jamais été aussi forte. Aussi, le diagnostic est assez sévère. 84% des embauches se font en CDD. L'ubérisation gagne de plus en plus d'emplois. Les logiques financières éloignent très souvent les entreprises de logiques de solidarité de territoire. Et enfin, j'ai 3 propositions très concrètes à faire sur ce terrain-là. À la moitié de votre temps de parole. Voilà, mais 3 propositions très particulières pour aider les
petites entreprises et les innovateurs. La première, c'est étendre l'exemple de la cité numérique au travers de la métropole, à travers l'implantation de plusieurs lieux pouvant héberger les entreprises. La cité numérique est une belle réussite, donc autant que ce soit contagieux sur l'ensemble du territoire. Deuxième initiative, c'est multiplier les espaces de coworking artisanaux. Comme je ne sais pas si vous connaissez La Planche à Saint-Michel, qui travaille le bois, mais il y a d'autres espaces de coworking artisanaux qui travaillent la céramique, le métal, la réparation. Je pense que tout ça, c'est des exemples qui méritent à être salués et encouragés. Et je pense aussi qu'il faut faciliter la croissance des sociétés orientées vers le recyclage, l'économie circulaire, les technologies vertes, comme là je cite également l'exemple de Circouleur et de ces peintures qui ont un impact carbone 12 fois plus bas que les autres peintures. Enfin, un dernier exemple, je ne sais pas si vous savez que nous avons ici, sur le territoire métropolitain, la plus grande ferme urbaine. Nous avons, alors c'est pas à Bordeaux, c'est à Lormont, nous avons une ferme d'aquaponie qui est remarquable, que je vous invite à aller visiter. C'est tout près, merci Pierre-Hermic, vous arrivez c'est une entreprise innovante et je pense que la collectivité a intérêt à aider et à mutualiser les efforts qui sont réalisés par toutes ces entreprises innovantes. Elles existent, on ne peut pas les ignorer. D'autres sujets par la suite. Thomas Cazenave, je vais commencer par vous. C'est à vous qui reste plus de temps. Quels emplois demain à Bordeaux? Quelles filières soutenir très concrètement là, dans les 6 ans, les 10 ans qui viennent? Quel métier vous souhaitez voir se développer à Bordeaux? Je pense que les logiques de filières, il faut toujours s'en méfier. On a besoin de diversité d'activités économiques. On a besoin de commerce de proximité. On a une activité économique patrimoniale sur l'aéronautique, notamment l'aéronautique militaire. On a la filière vitivinicole. Toutes ces filières sont toutes percutées par un enjeu de transformation et d'innovation. Et c'est dans ces filières-là que les nouveaux métiers vont devoir émerger. Et ne pas se tromper en disant, dans une logique de planification, nous demain c'est tel et tel secteur, ça n'existe plus. Parce qu'en plus les métiers sont en train de changer, et il y a une plus grande porosité entre les filières. En revanche, je veux dire, ici, à Bordeaux, on doit devenir une métropole de l'innovation qui compte en France et en Europe, parce qu'on en a tous les talents, parce qu'on a fait émerger des acteurs forts sur le numérique, parce qu'on a une université forte, des centres de recherche, des entreprises engagées. Alors ça, oui, j'y crois. Et je crois aussi que la transition écologique, pour faire un lien avec ce qui vient d'être dit, est un formidable pourvoyeur de nouveaux emplois. On sait qu'un des obstacles à la réalisation de la transition écologique, c'était pointé par le GIEC, c'est la formation et les compétences. Il y a des milliers d'emplois à pourvoir. Et donc, c'est par l'innovation qu'on créera ces nouveaux emplois. Et donc, les emplois de demain, ils seront, je dirais, dans une multitude de filières, d'activités que vous représentez les uns les autres, mais ils n'auront probablement pas la même forme. Et c'est ça l'enjeu pour nous demain. Les filières à soutenir, Nicolas Florian. Bien sûr, il faut dialoguer avec elles. C'est comme pour le dialogue social, il a raison, M. Thomas Cazenave. On le voit d'ailleurs sur les retraites, les gens réclament un petit peu plus de dialogue social avec les syndicats. M. Florian n'est plus Macron compatible, c'est donc un scoop. Allez, un partout la balle au centre. Un partout la balle au centre. Non, mais alors, là aussi, il ne faut pas opposer une logique, j'allais dire, globale et une logique de filière. On a des filières puissantes, il faut les conforter. L'aéronautique, aujourd'hui, c'est 30 000 emplois. Et on espère, à terme, avoir 40 000 emplois. On a la chance d'avoir, autour de l'aéroport, j'allais dire, un écosystème puissant. Je ne vais pas citer les noms, enfin, on les connaît dans l'aéronautique. Bon. Donc ça, il faut le préserver, il faut le promouvoir. Et quelle est la façon que l'on a de le promouvoir? C'est, par exemple, conserver cet accès à la piste pour eux, et éviter, j'allais dire, de se retrouver dans un espèce de village d'Indiens qui soit encerclé, inaccessible. C'est en ce sens que, d'ailleurs, la collectivité décide de faire une prolongation de la ligne de tram pour que ça soit plus accessible. Donc, conforter ces filières, c'est vrai dans le vin, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'image. En quelques années, les entreprises qui sont dans l'image se sont totalement métamorphosées sur Bordeaux. C'est plein d'enseignes qui sont venues s'installer, qui se développent. Donc, il faut aller sur cette logique. Vous êtes au bout de votre temps de parole. Je suis, pardon ? Au bout de votre temps de parole pour cette séquence. Bon, vous allez finir la phrase. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui atteins le bout des temps de parole. Non. Je parle trop, quoi.
C'est 4 minutes au total, ça va vite. Bon, vous faites respecter le règlement intérieur, parce que vous savez, Tout à fait. moi, les séances du conseil municipal, même quand les gens dépassent le temps de parole, je les laisse finir. Vous êtes en train de le dépasser. Donc, finissez votre phrase et on laissera la parole à Pierre Hermic. Il faut conforter les filières, il faut aller vers la formation, et effectivement, sur les métiers de l'innovation. C'est toutes ces transitions sur la transition énergétique, tous les métiers qui vont vers l'économie verte, bien sûr qu'il faut porter les fruits là-dessus et s'appuyer sur l'université. Une université puissante, il faut un petit peu plus s'appuyer sur l'université, les labos, les filières de formation. Philippe Poutou, c'est à vous. Il vous reste 1 minute 24, exactement. Voilà, 1 minute 20. Allez-y, les emplois de demain, qu'est-ce que vous souhaitez voir sur le territoire métropolitain? Je veux bien marquer un deuxième but contre le macronien Cazenave. Il y avait un partout, c'est peut-être la seule fois que j'irai dans le sens du maire Florian. Mais oui, dialogue social, syndicat, c'est super, sauf que là, on a le 49.3, donc grande démonstration à quel point le dialogue social est respecté. Non, c'est bon là. Ah non, monsieur Poutou. Après, je vais reprendre ce que disait monsieur Florian tout à l'heure, qui ironisait sur une société de fonctionnaires syndicalistes. Alors, venant de quelqu'un qui pantoufle entre le privé et le public, c'est quand même rigolo, hein, parce que là, un peu peinard quand même. Mais évidemment que la puissance publique, évidemment que les collectivités, elles ont un rôle dans l'embauche, dans la création d'emplois. Enfin, c'est quand même assez dingo de pouvoir rigoler là-dessus. On a la possibilité de recruter, de développer des services publics, et en développant les services publics, en créant ce qu'on pourrait appeler un tissu de solidarité, là, on arrive derrière à développer une activité économique. C'est forcément lié. D'ailleurs, on le voit dans toutes les zones rurales qui perdent leurs services publics. Une fois que les services publics s'en vont, les commerces s'en vont, et la population s'en va. Donc c'est quand même, là je pense qu'il y a un peu une méconnaissance de la vie collective. Il faut développer les services publics, et de ce point de vue-là, la collectivité, qu'elle soit municipale, au niveau de l'agglo, au niveau du département, de la région, ils ont un rôle à jouer, donc sur le recrutement, sur la création d'emplois, et donc nous on pense évidemment, enfin bon, j'arrête là parce que je crois que c'est... Vous y êtes parfaitement. Voilà. Magnifique. Magnifique. Pierre Hermic, Thomas Cazenave, il vous reste 30 secondes chacun si vous voulez revenir sur ces sujets-là. Moi, je pense qu'il faut mettre un thème ce qu'on appelle les grandes opérations d'intérêt métropolitain, les OIM. Intérêt, par exemple, vous avez comme grande opération l'aéroparc. L'aéroparc, c'est à l'est d'Assaut. C'est 40 000 emplois aujourd'hui, c'est 50 000 emplois demain. Et on s'étonne que tous les matins, la rocade soit bouchée à la périphérie de cette opération d'aéroparc. Je pense qu'il faut des opérations diffuses dans la ville. Pour ça que nous sommes très attachés à l'opération qui vient d'être menée par la métropole sur la rive droite. Ce sera un office qui sera dédié à la transition écologique, et nous avons également obtenu de la métropole qu'elle soit accompagnée d'un chantier école, car c'est bien qu'autour des activités économiques, il y ait des chantiers écoles, et il y aura un chantier école qui sera dédié au métier de la transition écologique. Merci. Thomas Cazenave, si vous souhaitez mettre un deuxième but de votre camp, allez-y. Je ne vais pas parler du 49.3, je vais juste insister sur la transformation du capitalisme d'une certaine manière. Vous avez une vision un peu datée, c'est-à-dire comme si les entreprises n'étaient pas en train de réfléchir à leur impact social, à leur impact environnemental, tiré aussi par une partie de nouvelle génération d'une réflexion sur le sens. Et je crois qu'on doit encourager, accompagner parce qu'effectivement, on n'est plus dans un capitalisme des années 80, 90, et je crois qu'il y a un véritable intérêt à réfléchir collectivement en disant les entreprises sont acteurs de la ville, de la collectivité, elles doivent prendre leur part, elles réfléchissent elles-mêmes à leur sens, à leur engagement, à leur mission, parce que les salariés eux-mêmes souhaitent contribuer de leur action quotidienne dans leur entreprise à leur impact social et environnemental. Et je pense qu'on a intérêt ensemble avec les entreprises, non pas à s'opposer, mais à dire on transforme le territoire avec elles. Et je crois que c'est plutôt vers ça qu'on doit aller demain. Merci beaucoup. Alors, on va pas conclure cette séquence par une question, on va introduire la séquence prochaine par une question, puisqu'on n'a pas eu le temps de parler du commerce. On va en parler avec notamment le projet de la rue bordelaise. Ensuite, je souhaiterais qu'on aborde la rive droite, on va se cantonner à ça. La première préoccupation des entreprises installées à Bordeaux concerne 51% le soutien au commerce de proximité de centre-ville et à 40% la limitation des surfaces commerciales en périphérie. Question, alors vous me répondez par oui ou par non, ou par une réponse très courte. Est-ce que oui ou non vous engagez à diminuer de manière significative les nouvelles autorisations commerciales en périphérie? On peut faire dans l'ordre. Thomas Cazenave, allez-y.
Oui, sans équivoque, avec un arrêt de la rue bordelaise. Nos commerces de proximité de centre-ville ont été trop percutés depuis ces 2 dernières années, ont besoin d'être soutenus. Ils font la ville aussi avec nous. Nicolas Florian. Bon, en fait, déjà, la rue bordelaise, c'est pas la périphérie, hein, c'est le centre de la ville. On a voté il y a quelques années un moratoire sur les surfaces commerciales. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, il y a effectivement des projets, mais on n'est pas dans une phase expansionniste là-dessus. Et par ailleurs, je rappellerai quand même, et ça c'est la loi, il y a une commission départementale d'équipements commerciaux, il y a une commission nationale, et donc à un moment ou à un autre, il faut aussi... Donc on n'arrête pas. Mais on n'arrête pas, c'est une question d'équilibre et de régulation. C'est une question d'équilibre et de régulation. Moi, je ne veux pas être le maire des moins ou le président des moins. Il faut équilibrer les choses. Nicolas Là où il y a des besoins, on le fait. Là où Philippe Poutou, ça va être à votre tour. Notre commerce, on ne le fait pas et on s'y oppose. Merci. Alors, les surfaces commerciales de périphérie, on arrête, on continue. Nous, on est clairement contre la bétonisation et l'artificialisation des sols, donc on est pour l'arrêt de la construction des grandes surfaces, et on est clairement pour le petit commerce, on est clairement pour aussi des maraîchers, des jardins ouvriers, tout ce qui peut être une vie de quartier, et donc on est complètement dans ce sens-là. Merci. Pierre Urmic. Également. Je pense qu'il ne faut pas réduire la croissance des commerces de périphérie, il faut y mettre un terme immédiat. Le maire de Bordeaux qui ne veut pas être le maire du moins, mais celui du plus, le plus d'équipements de périphérie, ça a été le moins de commerce de centre-ville. Donc on a totalement asséché le commerce centre-ville, je pense notamment au commerce de bouche qui disparaissent dans nos quartiers. Donc il faut y mettre un terme immédiat. On est, j'ajoute, l'une des agglomérations françaises la mieux dotée de surfaces commerciales de périphérie. Donc un terme immédiat. Merci. Merci à tous les quatre. On a un peu de retard, clairement. On va passer à la troisième séquence. On va essayer d'aborder 2 sujets. Le commerce avec la rue bordelaise, le projet de rue bordelaise, qui consiste à ouvrir une large avenue entre le parvis de la gare et les quais, avec 31 000 m² de surface commerciale nouvelle. La question, est-ce qu'on est pour ou contre ce projet, et qu'est-ce que vous proposez pour le soutien au petit commerce de proximité ? Un peu commencer, je crois, à y répondre, à partager nos visions. Enfin, moi, je crois qu'on n'a pas besoin de créer en cœur de ville, et c'est en cœur de ville, près de la gare, 27 000 m² dédiés aux grandes enseignes. C'est un urbanisme daté. C'est une vision datée de l'acte de consommation. Regardez les grandes enseignes elles-mêmes, comme Carrefour, qui achètent tous les 300 mètres nos pieds d'immeubles parce qu'ils ont compris que la consommation avait changé et qu'on voulait investir dans une logique de plus grande proximité. Donc on est en train de développer une trop grande surface commerciale sur le territoire de Bordeaux qui va affaiblir le commerce de proximité, le commerce de centre-ville, dans une vision que je dis complètement dépassée de la façon dont on doit faire la ville. Donc effectivement, j'y suis contre. Qui souhaite réagir, défendre le projet ou l'attaquer? Qui est favorable? Philippe Poutou, Pierre Urmic, Nicolas Florian, vous souhaitez le... Allez-y. Je pense que cette rue bordelaise, c'est une ânerie. Nous, à la métropole, moi j'aime bien que les actes politiques soient en cohérence aussi avec les engagements. Nous, on a voté contre, on s'est senti un peu isolé, on a voté contre la rue bordelaise. C'est vraiment introduire dans la ville une concurrence directe de nos commerces bordelais. C'est une rue Sainte-Catherine bis, c'est une rue où le prix des beaux commerciaux sera tel que seules des grandes enseignes franchisées nationales pourront les aborder. Et puis, d'après ce que l'on en sait, les esquisses qu'on a pu voir, je peux vous dire que c'est une bétonisation totale d'une rue importante, d'une future rue qui se veut moderne et qui sera une rue totalement imperméabilisée, qui va totalement artificialiser les espaces sur lesquels ça a été construit. C'est un urbanisme totalement anachronique. Je regrette que une opération aussi emblématique que Euratlantique ait cédé à cette facilité commerciale qui fut celle des années 70. Merci. Est-ce qu'on a Philippe Poutou, défenseur, promoteur, pourfendeur de cette rue bordelaise? Nous, on ne la défend pas. Franchement, on n'était pas particulièrement au courant
dans les détails de tout ça. Donc, a priori, le projet ne paraît pas du tout séduisant. Donc, moi, je voterai plutôt contre, hein, sous le contrôle de mes camarades de la liste. Et non, mais ce qui est dingue, c'est ça. C'est un peu comme l'Escure. Il me semblait bien qu'il y avait un projet à l'Escure de faire une zone commerciale. Enfin, c'est des trucs. Ça nous apparaît complètement fou aussi. Quel est le besoin de faire des zones commerciales? Quel est le besoin, effectivement, à pousser à la conso, comme s'il n'y avait pas assez de commerce aujourd'hui? Et je pense qu'il vaut mieux que le commerce dans les quartiers, inséré, voilà, comme on connaissait, plutôt que de faire des zones concentrées là. Donc nous, on est plutôt contre tout ça. Et si on devait discuter de projets, on pense qu'il faudrait mieux penser à faire des crèches, à faire des EHPAD publics, à essayer de répondre aux besoins, parce que là, on est toujours dans la même logique, quoi, de vendre, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous énerve, parce qu'en fait, ça ne répond pas du tout aux besoins des populations. Nicolas Florian, sur ce sujet de la rue bordelaise. Ouais, quand on parle de la rue bordelaise, il ne faut pas parler que du commerce. C'est un peu plus de 37 000 m² de surface commerciale, 26 000 mètres nouvelles, mais c'est un ensemble de 70 000 m² de remembrement urbain. Moi, le projet de la rue bordelaise, c'est d'abord un projet d'aménagement urbain, avec cette connexion entre la gare et le fleuve. Alors, quand j'écoute M. Urmic, je l'invite à venir avec moi regarder l'état aujourd'hui de ce pâté urbain qui est aujourd'hui en déshérence et totalement délabré. Donc il y a un vrai projet de raménagement urbain avec du logement, avec une forte partie... Et oui, enfin, on ira si vous voulez ensemble, hein, je vous montrerai, parce que le secteur, aujourd'hui, il n'est pas très engageant. Bon, donc c'est un vrai projet urbain avec du logement, des équipements de proximité. La partie d'ailleurs logement social dans ce projet est aujourd'hui au-dessus de 30%. Et il y a le commerce. C'est un commerce, j'allais dire, qui va être un commerce rattaché à la gare, un commerce de destination. Et toutes les enseignes, mais on verra quelles sont les propositions par l'aménageur qui seront faites. Aujourd'hui, j'en reste à ce qui a été décidé, unanimité à la commission départementale des équipements commerciaux, unanimité. Tous les acteurs consulaires, associatifs ont été consultés. Tout le monde a validé ce projet. Donc il s'agira maintenant de voir ce qu'on met dans les murs. Et là où il faudra être vigilant, effectivement, c'est que ça ne vienne pas perturber le commerce de centre-ville et que ça concerne essentiellement les visiteurs et toutes celles et tous ceux qui utilisent le rail, la gare. Je rappelle quand même que la gare va passer dans quelques années de 8 millions de voyageurs tels qu'on les connaissait à près de 20 millions. Et donc c'est véritablement cette ouverture, cet aménagement urbain vers le fleuve. S'agissant Thomas Cassab, je ne vois pas convaincu par ces arguments. Ben, ils sont tous contre, je comprends qu'ils ne soient pas convaincus. Non, mais moi il y a un élément, je réagis, je pense qu'on fait la ville, pas uniquement pour les touristes qui rentrent par la gare, qui s'y arrêtent. Je ne sais pas ce que c'est un tourisme ou une consommation de destination. L'Atlantique, c'est tout un quartier qui se développe. Oui, hein, oui, oui. Non, mais attendez, on a des points de convergence. On a des points de convergence. La rue Saget est en très mauvais état. C'est un quartier qui a été oublié. Le cours de la Marne est dans un état catastrophique aussi. Donc on décide d'investir pour rénover un quartier qui a été délaissé. Très bien. Le sujet qui me pose problème, c'est 27 000 m² de surface commerciale qui, au prix de sortie qui seront ceux-là, ne sera accessible qu'à des grandes enseignes. Et je crois qu'il faut aussi faire la ville pour les Bordelaises et les Bordelais. Voilà, tout simplement. Il faudra qu'il y ait du commerce de proximité, bien évidemment. Mais c'est aussi le rôle de la puissance publique. Aujourd'hui, on est en phase d'instruction sur toutes les autorisations administratives. Ça sera aussi à la puissance publique, et moi je prendrai là-dessus toute ma place, pour veiller à ce qu'on n'ait pas justement de confrontation avec le commerce existant. L'objectif aujourd'hui, c'est de préserver notre commerce de centre-ville. Et contrairement à ce que j'entends, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des enseignes de proximité sur les métiers de la bouche. Mais le commerce, il existe. Il y a peu de friches commerciales sur le centre-ville. Il a beaucoup souffert l'an dernier, et il souffre encore. Et notre responsabilité, notre devoir, c'est d'accompagner cette reconquête pour faire revenir les chalands en centre-ville. Et revivre. Vous voulez réagir ? Non, mais c'est important. Bon. Allez-y. On est en train de vivre ce que la ville a connu il y a une quinzaine d'années avec les travaux du tramway. Où pendant toute la période des travaux du tramway, un certain nombre de consommateurs avaient quitté le centre-ville pour aller consommer en périphérie. Et c'est ce qui s'est passé avec les samedis dits gilets jaunes et qui a continué avec les mouvements sociaux. Vous aurez plus de temps de parole pour la rive droite. C'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère insister là-dessus.
parce que... Mais oui, mais enfin, le commerce est important aussi. C'est 40 000 emplois sur la ville. Et là aussi, il y a de vraies transitions à entreprendre avec eux. La question de la vitrine numérique, la question de la logistique, la question des déchets, c'est aussi des sujets très importants. Pierre Hermic, vous vouliez réagir là-dessus ? Est-ce qu'on peut mettre autre chose que des chaînes, des grandes enseignes et des franchises dans ces nouveaux locaux commerciaux ? Plus j'entends Nicolas Florian, plus je me rends compte que ce qui nous divise, c'est une vision de la ville. La ville, ce n'est pas qu'un lieu de consommation et d'hyperconsommation. Il faut des commerces en ville, mais avoir de la ville uniquement une vision commerciale, de consommateur, vous avez employé plusieurs fois l'expression, c'est une vision très datée et très étriquée de la ville. La ville, c'est d'abord un lieu de convivialité, et ça ne passe pas forcément par le commerce. La ville, c'est aussi un lieu d'équipement public. Avant de songer où on mettra l'emplacement de grandes enseignes qui viendront près de la gare, je pense qu'on peut se soucier d'un certain nombre d'équipements publics qui, en général, interviennent longtemps après les opérations d'aménagement privé que vous encouragez. Donc, la vision de la ville, notre vision de la ville, elle est aux antipodes de votre vision commerciale et exclusivement commerciale de ce que doit être l'espace urbain. La ville, ce n'est pas un centre commercial à ciel ouvert. Monsieur Florian. Merci Pierre Hermic. Philippe Poutou, est-ce que vous voulez... Je ne crois pas avoir prophétisé une ville commerciale. Enfin, il faut arrêter de caricaturer les autres, monsieur Hermic. Autrement... Philippe Poutou sur ce sujet, et ensuite on va consacrer les 7 minutes qui nous restent à la rive droite, sur le commerce de proximité et ses grands projets. Je vais aller dans le sens de ce que disait monsieur Hermic. C'est souvent compliqué dans les débats de répondre à un point précis, même des fois trop précis, qui fait oublier un peu tout le problème d'une politique générale. Donc évidemment, c'est la question de quelle ville on veut, et ça pose le problème, à notre avis, d'urgence auquel il faut répondre, c'est-à-dire faire des lieux de vie. Nous, on parle beaucoup de la culture, de permettre à ce qu'il y ait une culture pour toutes et tous. Donc, est-ce qu'on fait des salles pour que les gens puissent se retrouver, pour qu'on puisse faire du théâtre, de la danse, enfin, je sais pas. Ça compte, ça. Donc c'est avant, évidemment, la question du commerce, même si... de zones commerciales de ce style-là, parce que le commerce, il existe, et puis il faut que ça tienne. Mais c'est ça, c'est des lieux de vie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de crèches et tout ça, parce qu'on sait qu'il y a plein d'urgences auxquelles on n'a pas répondu. Donc du coup, si on ne sait pas quoi faire de l'argent de Bordeaux, si on cherche à s'occuper, à faire bosser les constructeurs, autant faire des choses utiles à la population. Et donc ça passe par ces choses-là. Merci. Et encore une fois, j'insiste sur la question de l'autonomie alimentaire, parce que là aussi, c'est une vision de la ville. Donc là, je pense qu'on peut aussi se rapprocher de la liste de M. Hermic. C'est l'importance qu'il y aurait de redévelopper, plus que des espaces verts, c'est redévelopper des endroits où on peut cultiver, où on peut justement avoir une agriculture biologique qui permettrait d'avoir une autonomie alimentaire, qui permettrait y compris de nourrir les enfants dans les écoles, avec des cantines bio et tout ça. Tout ça, c'est important, mais c'est vrai que ça fait partie d'une vision globale, et on est à l'opposé de la vision de Florian, de la vision actuelle, qui est celle du pognon, du commerce, et puis vas-y, et puis voilà. Ah non, vous avez déjà assez parlé là, c'est bon. Elles sont à moi. Non mais franchement, monsieur Poutou, soyez sérieux quand même. Très rapidement, monsieur Florian. On n'est pas au spectacle, même si on est sur une scène. Aller sortir des inepties telles que vous le sortez et des contre-vérités, à un moment ou à un autre, vous êtes sympathique, mais ça a ses limites. Voilà. Donc le sujet est sérieux. Quand on parle d'alimentation, de gaspillage alimentaire, le sujet est sérieux. Donc allez pas aborder des sujets avec démagogie, précipitation, qui ne sont pas construits. Thomas Cazenave, sur ce sujet, allez-y très rapidement. Alors, juste un mot, parce que je voudrais quand même réagir aussi à ce qu'a dit M. Poutou. Vision un peu gadget, quoi, en disant oui, on va mettre des fermes urbaines, on va cultiver dans la ville, on va alimenter toutes nos écoles. Tout ça, c'est faux, vous le savez très bien, vu la quantité d'alimentation. Il faut, et là on parlait d'équilibre territorial, mieux travailler avec les territoires autour de nous, qui sont les territoires ruraux, et pas se vautrer dans la démagogie, y compris écologiste, parce que ça fait bien. On n'alimentera pas nos écoles en mettant quelques fermes urbaines dans la ville de Bordeaux. Ça n'existe pas. Je suis désolé. En revanche, on peut être très inquiet pour la transition écologique et faire des propositions plus réalistes. Merci. Un droit de réponse, Philippe Poutou, très rapide. Ouais, donc
on va arrêter de rigoler si vous voulez, mais franchement, les INEPSI, je pense que vous êtes des champions de l'INEPSI, de dire n'importe quoi, de faire croire qu'il n'y a qu'un choix politique, de faire croire qu'on ne peut que gaver les capitalistes, que gaspiller l'argent public, comme... Ouais, non, mais bien sûr, mais non, mais là, on rigole plus. C'est vrai que là, on rigole plus. On est dans la séquence émotion, là. Mais nous, on est convaincus, évidemment, que... Quoi, sur quel sujet ? La proposition où on a gavé les capitalistes. On n'a pas le temps, mais on pourrait parler de la spéculation immobilière. On pourrait parler de ce qui se passe aujourd'hui, comment on vend du terrain largement sous-évalué au mètre carré, comment après des pichets se gavent dessus, comment derrière des Fayas, des Eiffel, des Fages et tout ça. Donc on peut discuter ça si vous voulez. Il faudra qu'on parle de la rive droite. Mais là on est dans la catégorie, on rigole plus, c'est ça. Donc on rigole plus. Hein, et puis Ford, on peut reparler de Ford. Franchement, ce que vous avez fait, c'est lamentable. Distribuer de l'argent à une multinationale comme Ford et signer un papier comme quoi vous n'allez pas réclamer l'argent qui a été donné à Ford alors que Ford a été condamné pour non-respect de ses engagements. Hein, donc là aussi, ça pose le problème de l'irresponsabilité de la puissance publique. Et l'argent qui est gaspillé de cette manière-là, il pourrait être sauvé et utilisé à plein d'autres choses. Et là, on pourrait discuter sérieusement, effectivement, d'une ville où, oui, on peut redévelopper les maraîchers autour de Bordeaux. Oui, c'est pas une aberration. Oui, on peut développer les jardins ouvriers. Oui, c'est une question de choix politique. On va conclure cette séquence. Je te déborde un petit peu parce que les autres, ils se permettent aussi. Hein, donc voilà, désolé. Ça va se finir un débat entre Pierre Urmic et Thomas Cazenave pour la rive droite. J'aimerais qu'on parle de cette rive droite qui a un fort taux de logements sociaux, un plus faible nombre d'emplois que le centre-ville et que l'ouest de la métropole. Le principe d'une opération d'aménagement structurante semble faire consensus parmi les 4 candidats qu'on a ce soir. Qu'est-ce que vous mettez derrière dedans cette opération d'aménagement, cette OIM ? Pardon, je commence. Sur la rive. En effet, on est mal équilibré territorialement. Il manque des emplois sur la rive droite. Et sur le territoire de la rive droite bordelaise, moi je souhaite qu'on en fasse un écosystème lié à la transition écologique, où on y mêle notre université, nos centres de recherche, de la création d'emplois et d'entreprises, de la formation aux nouveaux métiers, qu'on y crée la cité de la transition écologique. On a le début d'un écosystème qui existe sur la rive droite à la Bastide, sur lequel on pourrait s'appuyer et pourrait comme ça développer économiquement ce territoire. Aujourd'hui, 70% de la rive droite va travailler sur la rive gauche et je crois qu'il nous faut un meilleur équilibre pour le coup territorial parce que c'est comme ça, de manière plus harmonieuse, qu'on vivra mieux dans la ville parce qu'on aura plus d'emplois, y compris sur la rive droite. Pierre Urmic, il a encore 2 minutes. Vous êtes déjà arrivé au bout du temps de parole. Nicolas Florian, Pierre Urmic, cette rive droite, qu'est-ce que vous lui réservez ? Je pense d'abord qu'on a affaire à un déséquilibre du territoire métropolitain qui est assez fondamental. On s'étonne que les ponts allant de la rive droite à la rive gauche soient bouchés tous les matins. Or, notre aménagement du territoire a consisté à mettre les logements sur la rive droite et les emplois sur la rive gauche. Je citais tout à l'heure l'aéroparc, c'est 40 000 emplois, 50 000 emplois demain, et on continue à faire du logement, et notamment du logement social sur la rive droite, et s'étonner qu'il y ait des bouchons entre les deux rives. Donc, nous, on considère que la problématique des transports, au lieu de systématiquement la régler en disant on va faire de nouveaux tuyaux pour réunir les deux rives, on réfléchisse en termes d'aménagement du territoire. Nous considérons que la métropole, et on l'a beaucoup aidé à œuvrer dans ce sens-là, dans l'une des dernières séances, a décidé donc de doter enfin la rive droite de ce que j'appelais donc un OIM qui sera dédié à la transition écologique. Et ce que j'ai dit, mais je le redis parce que c'est pour nous totalement fondamental, si vous décidez de dédier un territoire à une activité économique aussi moderne, aussi prometteuse d'emplois, je rappelle que la rénovation thermique des logements, c'est 150 000 emplois qui sont attendus. Donc que la rive droite soit totalement expérimentale sur ce terrain-là, elle le sera d'autant plus que l'on réglera également le problème de la formation. Actuellement, si la rénovation thermique des logements à Bordeaux est également un peu en panne, ce n'est pas que la faute des pouvoirs publics, c'est aussi, nous disent les professionnels, par un manque de formation des artisans, des salariés. Donc nous considérons qu'il faut doter également cette rive droite de formation, et c'est ce que nous avons proposé, un chantier école dédié à la transition énergétique des passoires thermiques bordelaises et métropolitaines. Merci. Philippe Poutou, Nicolas Florian, vous avez épuisé le temps de parole. Faites très 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 court sur cette rive droite, c'est un sujet important, donc on ne va pas le trapper, mais voilà, soyez bref. Globalement, ce qui s'appelle le déséquilibre, il existe
entre l'hypercentre et puis tous les quartiers populaires, en fait, entre Bacalan, le Grand Parc, Saint-Mich ou du côté de Belsier. Les quartiers ne sont pas traités de la même manière. Ils ne sont pas nettoyés pareil, ils ne sont pas entretenus pareil. Donc il y a un déséquilibre globalement entre l'hypercentre riche et les quartiers populaires. Et c'est vrai qu'avec la rive droite, ce déséquilibre-là, il est encore plus accentué parce que historiquement, de toute façon, la rive droite, c'était la zone industrielle. Et donc les quartiers riches vivaient rive gauche et puis les quartiers pauvres, vous voyez, se tapaient la fumée parce que le vent soufflait dans un sens et tout ça. Donc cette histoire-là, elle se paye encore aujourd'hui. Il y a encore un décalage, donc il y a un sous-développement. Merci. Donc après, évidemment, c'est des questions de choix politiques et d'orientation budgétaire, et donc évidemment qu'il faut prendre beaucoup plus d'attention sur l'ensemble des quartiers populaires, dont celui de la rive droite. Nicolas Florian, très rapidement également. Et très rapidement, effectivement, à Bordeaux Métropole, nous avons voté à l'unanimité un projet d'opération d'intérêt métropolitain qui pourrait concerner au moins 9 communes de la rive droite. Il ne faut pas avoir qu'une logique bordelaise, il faut avoir une logique territoriale. Moi, je pense qu'il y a toute la question de la transition énergétique, de l'innovation, mais il y a la question du fleuve et du port, et notamment sur la commune de Bansens. L'enjeu à venir, c'est quand même de redonner au port toute sa place. Quand on parlait de foncier tout à l'heure, il y a du foncier disponible, et la bataille du tonnage ne doit pas être abandonnée autour du port. Et puis, merci. On a quelques pépites sur le nautisme qu'il faut conforter, c'est CNB, et puis Darwin, s'agissant de Bordeaux, c'est un vrai lieu de création, un vrai lieu d'innovation, et il faut conforter Darwin. Merci. Thomas Cazenave, il vous reste une minute sur Darwin ou sur cette rive droite, sur les déséquilibres territoriaux. C'est bien les déclarations d'amour à Darwin, après il lui a fait des misères en permanence ces dernières années. Moi je pense que c'est un lieu, c'est la réalité. Je pense qu'on devrait avoir plus de lieux comme Darwin, qui traduisent aussi la prise de risque, la créativité. Et je pense que dans d'autres quartiers, et d'ailleurs au-delà de la rive droite, c'est aussi une manière de reconquérir des territoires qui ont besoin d'être soutenus. Aux Aubiers, au Grand Parc, d'autres endroits, à Bordeaux-Sud, d'autres endroits où on a besoin de faire venir de l'activité économique, des Bordelaises, des Bordelais, et rehausser aussi ce quartier par des lieux créatifs qui mêlent culture, activité économique. Merci beaucoup. Une dernière question avant de conclure. 64% des chefs d'entreprise interrogés, en particulier à Bordeaux, demandent une amélioration des mobilités. On n'est pas surpris. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'ils demandent d'abord de nouvelles pistes cyclables sécurisées et en même temps l'amélioration du centre-ville, du stationnement en centre-ville. Ça, on le savait déjà. Question, est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce qu'on peut mettre des vélos sans enlever les voitures, tout simplement, dans le centre-ville de Bordeaux? Bien sûr qu'on peut faire les deux, même s'il faut aujourd'hui améliorer. Oui, c'est la réalité. Je vais vous donner quelques chiffres. En l'espace de 10 ans, la part de la voiture est passée d'à peu près 40% à 27% dans nos déplacements en ville. La part du vélo est passée de 8 à 15%, et la part de la marche à pied est passée de 35% à 40%. Donc il y a aujourd'hui une évolution structurelle. À charge pour nous de mieux sécuriser tous les itinéraires pour que le cycliste soit en sécurité et qu'il n'utilise pas trop souvent les trottoirs. Le trottoir, c'est la place du piéton. Sur le stationnement, au-delà de la politique de réglementation sur le stationnement en surface, il faut maintenant qu'on s'engage sur une vraie réflexion sur le stationnement en ouvrage, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a près de 50% de nos parkings en ouvrage qui sont en silo ou en souterrain, qui sont sous-utilisés. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, notamment en termes d'accessibilité pour les artisans. C'est pas que le stationnement en surface. Une minute. Donc c'est là-dessus qu'il y a des pistes d'amélioration. Il y a toujours des pistes d'amélioration. Vous aurez une minute chacun, comme ça, voilà, pour répondre à ces questions. Vélo, voiture, l'un ou l'autre? Sur le vélo, les chefs d'entreprise qui ont répondu, ils sont comme les Bordelaises et les Bordelais, ils voudraient faire du vélo en sécurité. Et aujourd'hui, c'est dangereux de faire du vélo, il faut plus de pistes cyclables sécurisées. En revanche, on ne peut pas tout promettre. On ne peut pas dire je vais faire une piste cyclable sécurisée et garder le nombre de places de stationnement en même temps. Parce qu'il y a certains endroits, sur les boulevards, si on veut implanter une piste cyclable sécurisée, peut-être qu'il faudra retirer des places de stationnement. Donc c'est des choix. Progressivement, la place de la voiture, elle peut être réduite, à condition qu'on ait des alternatives efficaces de transport collectif, des parkings dans les parcs relais, mais surtout qu'on puisse avoir une politique de stationnement adaptée au fait qu'on ait besoin d'accéder à la ville, d'y travailler, parce qu'on est artisan, parce qu'on est profession libérale, parce qu'on a son entreprise dans la ville. Il faut pouvoir que la ville reste accessible à l'activité économique et pas uniquement à la fonction résidentielle. Donc adapter le stationnement, mais sans promettre à la fois de faire des pistes cyclables sécurisées et plus de places de stationnement. Merci. Pierre Hermic.
Une minute également. J'aime bien le mot d'équilibre, puisque le maire de Bordeaux a cité des chiffres, je vais en citer qu'il ne connaît peut-être pas. Actuellement, dans l'aménagement urbain bordelais, 70% de l'espace de la voirie est dédié au trafic automobile. Et les autres modalités de transport, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes et les transports collectifs, se partagent le reste. Or, la voiture, à Bordeaux, c'est 29% des déplacements. Donc 70% de l'espace pour 29% des déplacements. Je ne suis pas favorable à l'interdiction, mais je suis favorable à ce qu'on se soucie de rééquilibrer les modalités de transport. Pendant cette campagne, j'ai rencontré beaucoup de Bordelaises et de Bordelais qui me disent, écoutez, je continue à prendre la voiture, mais le jour où vous me proposez des pistes cyclables, contenues, sécurisées, qui permettent de traverser la ville, et des étudiants me disent d'aller de la ville-centre sur le campus qui n'existe même pas à l'heure actuelle, ce jour-là, ils sont prêts à abandonner la voiture. Merci. Donc nous avons aujourd'hui uniquement des bouts de ficelle, des bouts de pistes cyclables qui ne sont pas sécurisés. Donc je pense qu'il y a un gros effort à faire à ce niveau-là. Merci. Et il faut multiplier par 5 la politique budgétaire du vélo à Bordeaux. Philippe Poutou, sur cette question, est-ce qu'on peut faire du vélo sans réduire la voiture ? Nous, pour des raisons d'urgence climatique et de pollution atmosphérique, nous pensons qu'il est fondamental de créer les conditions de diminution de l'automobile, de l'utilisation de l'automobile. On est pour la disparition le plus possible de l'automobile. Donc ça va avec, évidemment, le développement des... C'est pas parce que je suis licencié de Ford que je me venge sur les voitures. Hein. Croyez pas ça, hein. C'était vraiment un projet qu'on avait avant. Hein. Mais nous, on pense qu'il faut développer les transports en commun, les transports publics. C'est fondamental. Alors, c'est pour des raisons sociales aussi, parce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer un abonnement, même si le maire, encore une fois, il a la gratuité de l'abonnement. Mais ce qui peut peut-être des fois poser problème quand on discute de gratuité de transport public. Mais on est pour, oui, la gratuité. On pense qu'à côté de ça, c'est le développement des lignes de bus. Et à côté de ça, c'est rediscuter effectivement des lignes de train, de remettre en place le train. Enfin, tous ces transports qui sont a priori moins polluants quand même, en tout cas qui répondent aux gaz à effet de serre et qui répondent aux particules fines, enfin, à ces problèmes-là. Donc, nous, on est convaincus ça. On est convaincus que c'est une réponse écologique qui correspond aux besoins urgents. Merci beaucoup. Merci à tous. L'heure de la conclusion. Malgré tous mes efforts, on a dépassé assez largement. Donc, 1 minute chacun. Pierre Urmic, c'est à vous de commencer, dans l'ordre inverse de l'introduction, de nous présenter l'une de vos propositions, ou votre proposition phare pour l'écosystème bordelais. Je suis étonné qu'on n'ait pas davantage parlé de l'économie du fleuve. Ça a été évoqué, mais très brièvement, au hasard d'une autre question. Pour nous, c'est une mesure phare de ce que doit être l'avenir de Bordeaux. Si vous me permettez une note un peu poétique à la fin de ce débat, parfois un peu agité, vous savez ce que disait Camille Jullian? J'aime bien cette formule. Camille Jullian dit « Bordeaux est un cadeau que la Garonne a fait à la France ». Et donc, je trouve que Bordeaux est bien ingrate avec la Garonne. Donc nous voulons revivifier la Garonne, c'est-à-dire soutenir les investissements du port de Bordeaux qui doit sortir de son rôle de super vendeur de foncier. Nous souhaitons multiplier les navettes fluviales transversales et longitudinales, développer les transports fluviaux de déchets, créer des approvisionnements nécessaires, développer les transports de marchandises et notamment des produits agricoles et viticoles. Je ne sais pas si vous savez, mais à peine 2% de notre production viticole est actuellement transportée par voie maritime, à peine 2%. C'est-à-dire qu'on met notre production viticole dans des containers qui vont sur des camions, lesquels camions vont au Havre et à Anvers. C'est terminé, incapable à Bordeaux d'assurer. Vous voyez le chronomètre comme moi, voilà, d'assurer le transport viticole par. Donc voilà. Donc si vous voulez, ma mesure phare, c'est que Bordeaux s'intéresse enfin à l'économie fluviale. Merci. Merci. Philippe Poutou. C'est à vous pour 1 minute, votre mesure phare pour l'écosystème bordelais. Alors, la mesure phare de la liste, on en a un peu discuté avant, parce qu'il fallait bien répondre à cette question. En fait, on a tellement de choses qu'on a envie de dire, tellement notre programme est même infini, on continue encore à l'élaborer. Donc après, qu'est-ce que ça pourrait être la mesure phare, la plus importante, la plus vitale ? C'est peut-être la question de la démocratie, à côté de toutes les revendications qu'on peut avoir sur la réponse à l'urgence sociale et écologique, notamment. Donc c'est la question de la démocratie. Nous, on est convaincus qu'il faut une démocratie directe, qu'aujourd'hui, on a assez de moyens pour pouvoir mettre en place des structures qui permettent à la population de débattre des choix prioritaires dans les quartiers ou dans la ville ou dans l'agglomération, et qui puissent non seulement avoir une discussion, un débat public, mais qui puisse y avoir la possibilité de décision pour la population. Et à côté de ça, nous, on pense qu'il faut un budget qui soit à disposition de la population. Voilà,
pour nous, c'est important, c'est d'arriver à mettre un cadre démocratique direct et un lien direct entre ce qu'on pourrait appeler des élus du conseil municipal et tout le tissu associatif et syndicaliste, de manière à ce qu'il y ait un aller-retour permanent, mais qu'il y ait un véritable pouvoir de la population. Parce que sinon, après, on a des élections, c'est toujours pareil. Oh, on va faire ceci, on va faire cela, et derrière, ça ne vient pas. Donc, juste 2 secondes, c'est ça, c'est fondamental, et c'est peut-être le projet de fond, c'est de mettre en place cette démocratie directe. Merci. Nicolas Florian, c'est à vous pour conclure. Une idée phare, 1 minute. Je pense qu'on ne peut pas sortir une idée, c'est plutôt une réflexion plus globale, comme je le disais en propos introductifs. C'est d'abord mieux associer le tissu des entreprises aux décisions publiques sur les projets d'aménagement, sur toutes les politiques publiques. Moi, je parlais d'une maison de l'entrepreneur, mais c'est vrai que tout ça doit se faire en lien avec les consulaires, tous les représentants des filières. Quand je parle d'une maison de l'entrepreneur, elle peut être aussi virtuelle. Et c'est là où je reparle de ce qui doit être du serviciel auprès des chefs d'entreprise. Et qu'on les aide dans tous ces parcours, des fois un petit peu méandreux, administratifs, quand il s'agit de parler de foncier, qu'il s'agit de parler de fiscalité, qu'on soit au service des chefs d'entreprise. Et troisième, j'allais dire, orientation forte, c'est tout faire pour favoriser l'innovation, favoriser l'expérimentation sur les métiers de demain, sur toutes ces transitions énergétiques, toutes ces transitions écologiques, en appui avec l'université. Merci Nicolas Florian. Thomas Cazenave, c'est à vous de conclure la conclusion. Non, pas de mesure phare. Moi, je voudrais dire que je pense qu'on a, entreprise comme collectivité, on est face à des enjeux de transformation considérables. En fait, on a un destin lié, tous ensemble. De notre côté, on a à dépasser des problèmes qui touchent à notre vivre ensemble, de la mobilité, du logement, de la transition écologique. Vous-même, vous êtes dans des enjeux de transformation de vos modèles économiques, du sens donné à l'action, des enjeux de transition écologique. Et je crois que pour réussir ensemble, il faut que nous ayons une ambition commune. Et on doit faire de Bordeaux une métropole de l'innovation. Une métropole d'innovation qui compte en France, en Europe, et qui réussit justement à répondre à ces enjeux. Parce que les enjeux que nous vivons dans la ville, sur la mobilité, la transition écologique, le logement, c'est avec vous qu'on arrivera à les relever. Ce n'est pas tout seul dans notre coin. Ce n'est pas l'équipe municipale, ce n'est pas ses services. Et donc moi, je crois, au-delà du vivre ensemble, je crois au fait qu'on a une destinée commune, et c'est ce que je vous propose. Merci à vous, en tout cas. Merci à tous les quatre. Je vous libère dans quelques minutes, le temps de vous présenter rapidement les prochains événements de la tribune qui vont s'afficher. Voilà. Le 3 avril, on publiera une enquête sur les vins de Bordeaux dans le rouge, les difficultés commerciales de la filière vitivinicole. Le forum santé-innovation le 5 mai autour des questions de prise en charge, de prévention. La ville zéro carbone le 9 juin et l'édition en marge de la RoboCup sur la robotique et les interactions homme-machine le 26 juin. Le prochain petit déjeuner, le Crédit Agricole La Tribune, aura lieu dans quelques semaines avec Jean-Yves Grandidier, le fondateur de l'entreprise Valorem, pionnière des énergies renouvelables. Il me reste à remercier les équipes de La Tribune, tout particulièrement Karine Villat pour l'organisation de l'événement, La Grande Poste pour son accueil. Les meilleurs moments du débat seront demain sur notre site internet. Le débat en vidéo en intégralité dans quelques jours en ligne également. Un grand merci à toutes et tous pour votre présence.